Et salut à tous. Voilà, évidemment, j'avais oublié de mettre ça, c'est mieux. Bonsoir à tous. Donc ce soir, ça va être du Actraiser. On va voir les deux opus, simplement parce qu'il y a deux Actraiser qui sont sortis, on va voir les deux jeux, simplement. Et on va lancer tout de suite, arrêter les petits remix et funk de Fillmore. D'ailleurs, sachez-le, les remix Overclocked qui existent sur Actraiser, il n'y a que cette piste. Donc on va avoir droit qu'à cette piste en long, en large et en travers. Du coup, c'est parti. Alors Actraiser, j'espère que vous connaissez quand même. C'est parti. Donc cette fois-ci on est de retour sur l'émulateur, heureusement. Parce que ce n'est pas SNEFX 153. Dieu merci. C'est SNEFX 151. Donc Actraiser, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de Quintet, édité par Enix, sorti en décembre 90. Décembre 90, c'est quelques jours à peine après la sortie de la Super NES. Enfin, de la Super Famicom, précisément. Donc on est vraiment dans du jeu très précoce sur la fréquence. Bon, je vais rentrer l'histoire plus tard parce que j'aurai largement le temps. Là on commence directement surtout par un premier niveau d'action. Pourquoi je dis niveau d'action et pas un premier niveau? Parce que le jeu est divisé en deux parties. Bon, et déjà, on peut le dire tout de suite, la musique est badass. C'est Yuzo Koshiro à la musique, de toute façon je vous parlerai un peu du staff et surtout pas de la musique de Yuzo Koshiro parce qu'elle est très importante pour le succès du jeu et pour une anecdote assez merveilleuse que j'ai sur le jeu. Merci à l'enculé en tongue puisque comme vous avez pu le voir c'est je force rapport. Attends, ok d'accord, merci Ward. Je change ça tout de suite. Hop là, ça devrait être beaucoup mieux. Voilà, là ça devrait être mieux. Effectivement j'avais le son un peu fort dans mes oreilles, j'étais pas sûr. Mais c'est cool. Du coup, directement premier boss, allez hop, on y va. Les niveaux sont, en fait, le jeu est divisé en deux grosses parties. On a les premières parties action, qui sont des niveaux de plateforme pure, comme on vient d'avoir. Donc c'est du plateforme action, tout ce qu'il y a de plus bourrin et ce qu'il y a de plus simple. Surtout au début, on a très peu de vie, très peu de choses, en fait. Il n'y a rien qui est débloqué, donc c'est vraiment pour l'instant le jeu le plus simple qui soit. Et surtout, la majeure partie du task, ça va être fait surtout sur ce qui va suivre, c'est-à-dire la partie gestion du jeu. Parce que oui, voilà, nous sommes dans un jeu en fait à deux temps complets. D'un côté, jeu de plateforme action comme on va le voir, et enfin jeu de gestion complet sur comment vivre, enfin action gestion en fait, parce qu'il faut gérer les habitants, savoir où est-ce qu'ils vont, etc. Mais il faut quand même tuer du monstre aussi à la main. Donc voilà, là on est vraiment sur la phase gestion. Et on va, comme on l'a dit, tuer des monstres. Pourquoi est-ce qu'il tue aussi vite plein de monstres? En fait, c'est parce qu'on est très limité en temps au début et qu'il faut toujours extrêmement se dépêcher par rapport à ce qu'il veut faire. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Prenons un petit peu notre temps, c'est juste que ça va très vite au début. Et que malheureusement, on n'a pas le temps de faire pause pour les plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Donc, grosso modo, nous sommes dieux, on s'est fait rétamer la gueule par... c'est pas Satan le nom qui lui a donné, mais en gros par le diable. Là on revient après être revenu, on va dire, avoir repris nos forces, sauf que il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus rien. On est impuissant, on n'a plus de puissance ni quoi que ce soit parce qu'il n'y a plus d'humains. Du coup on a fini le premier niveau, justement, on a fini le premier niveau, ce qui nous a permis de libérer cette zone-là, ça a créé des premiers humains. Et maintenant en fait, plus on tue d'ennemis, plus ça va libérer, plus on tue d'adversaires, de monstres, etc., plus ça va libérer d'âmes et donc générer des nouveaux habitants. On voit qu'il y a un sablier, et en fait c'est parce que le jeu est au tour à tour, et à chaque fois il va nous dire que la ville augmente, etc. Et c'est pour ça en fait qu'au début il a tué énormément de monstres très vite, parce qu'on voulait avoir, avant la première progression de la ville, le plus grand nombre d'habitants libérés. Et après par contre, dès qu'on scelle un monster lair, comme il vient de le faire, c'est-à-dire en amenant une route des habitants vers un repère de monstres, là, comme on voit là où pop les monstres, on va carrément libérer directement toutes les âmes qui pouvaient pop de ce repère. Et donc on gagne directement un temps fou. Donc voilà, Town Under Construction, il y a toujours un petit lag. Alors savoir que toutes les parties gestion qu'on va voir, c'est vraiment être la majorité du temps, ça va être de la gestion avant tout, c'est là où on va passer plus de temps. C'est là vraiment où l'optimisation a été la plus galère, la plus folle, et là aussi où le gain de temps a été le plus grand, parce qu'il y a un quart d'heure qui a été gagné sur le task précédent sur cette version. Speedrun réalisé avec émulateur et des outils. Oui, c'est du TAS. C'est du Tool Assisted Speedrun. Et excusez-moi, parce que je pars toujours du principe qu'on connaît exactement ce que c'est. Donc là nous sommes sur émulateur, comme on peut voir il y a les pressions des touches qui sont marquées en bas à gauche.
Donc, les directions A, B, X, Y, etc. Là dans cette partie il n'y a pas grand chose à faire quand on est avec l'ange, on a juste à tirer sur les monstres. Par contre on peut ouvrir un menu qui va nous permettre de faire des choses, et dans les choses qu'on peut faire notamment c'est réaliser des miracles, c'est-à-dire faire pleuvoir, faire apparaître le soleil, faire souffler le vent, etc. Ce qui va nous coûter des points de magie, qui sont les SP qui sont marqués en haut à droite. Et juste au-dessus ce sont les nombres d'habitants. Nombre d'habitants, alors là on voit qu'il y a deux valeurs pour le nombre d'habitants. En fait c'est nombre d'habitants pour cette zone par rapport au nombre d'habitants totaux. Le problème c'est que là, comme on n'a qu'une seule région qui a été libérée, on a on a le même nombre pour les deux bien sûr. Et on a souvent, voilà, un truc qui se passe, c'est quand on avance en fait dans le jeu, en général c'est quand on scelle des repères de monstres, les habitants nous trouvent des trucs et nous offrent des choses. Et là par exemple ils nous ont offert un pont, et donc on a créé un pont, enfin ça nous a permis à nos habitants de créer un pont. Et il y a plein d'objets en fait qui sont cachés à différents endroits. Là par exemple on voit qu'il y a un gouffre qui est apparu, et il attend juste en fait la fin de la prochaine évolution de la ville. On voit le sablier qui est en train de se vider. Hop, le petit lag. La ville se construit. Et donc, outre la production des villes, parce qu'il y a aussi 3 niveaux d'évolution, 3 niveaux d'évolution de technologie des villes. Ben, on a fini justement. Donc, l'évolution de cette ville-là, on nous a dit justement que le repère de monstres était disponible. Donc, on va leur casser la gueule. Chaque niveau, en fait, chaque zone, c'est toujours comme ça. On libère la zone, c'est un premier niveau d'action. Ensuite, on a la phase gestion. Et après, on va se retrouver avec un deuxième acte, donc, qui est la zone augmentée avec un boss plus badass à faire. Et les stats qu'on a, en fait, dépendent de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que si on a gagné des niveaux avec en faisant augmenter la ville suffisamment, par exemple, on va avoir plus de points de vie. Là, comme on est en tasse, on s'en fiche, hein, bien sûr. L'évolution technologique des gens, etc. Peu importe. On va aller le plus vite possible. Et pareil, on peut aussi récupérer des magies, récupérer aussi des parchemins qui nous permettent de lancer X fois les magies. Un truc intéressant qui a été montré, c'est qu'il s'est retourné à un moment et ça a quand même touché l'adversaire. Parce que oui, quand on tape et qu'on est debout, il y a quand même un coup qui est fait derrière soi aussi. Alors ici, bon, le glitch qui va être utilisé très souvent, si on est en train de sauter contre un mur et qu'on se fait toucher, la hitbox du personnage se fait légèrement éjecter dans le mur, et donc on peut sauter indéfiniment comme ça à la verticale. Et il me semble que c'est utilisé aussi également en speedrun. Parce que oui, ce jeu est speedrun, mais c'est pas ce mode-là qui est speedrun, j'y reviendrai dans tous les cas. Et oui, je vois que ça parle de Soul Blazer, etc. C'est normal, c'est la même boîte de dev, et c'est justement les mêmes devs, enfin c'est la même boîte, c'est Quintet, qui deviendra Ancient plus tard. D'ailleurs, Ancient, trivia nul, merci l'Ankylo Return pour ça. Ça vient du nom de Yuzo Koshiro, parce que Ko en fait c'est ancien, et Shiro sont l'époque, les temps. Donc en fait il s'appelle Ancient, c'est les temps anciens, et c'est en gros à cause du nom de Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro étant le compositeur. Yuzo Koshiro, on le connaît surtout à la base pour Streets of Rage, qui est le jeu majeur avec lequel il a été connu en Occident. Mais en fait il est connu depuis bien avant ça, puisque avant ça il y avait déjà les RPG de Falcom, qui est la boîte avec laquelle il a commencé à faire du jeu vidéo. Et il y avait notamment... Ah, j'adore cette musique, absolument géniale. Il y avait notamment les jeux de toute la série... alors lui, il a commencé, si j'ai bonne mémoire de ce que disait l'enculé dans sa vidéo, c'était... le jeu avec lequel il avait commencé, c'était... ils ont commencé par faire Dragon Slayer, après Xanadu qui était Dragon Slayer 2, et ensuite Xanadu Scénario 2, et c'est sur ce jeu-là qu'il avait commencé à faire... il avait fait un tiers des musiques, c'est de bonne mémoire. Et c'est des jeux micro en fait, c'est pas des jeux sur console, c'est pour ça qu'ils ont un succès entre guillemets, qui sont connus qu'au Japon. Et du coup, nous on ne les connaît pas et qu'on a connu Yuzo Koshiro que plus tard justement sur Streets of Rage, sur Act Treasure. Mais je vais faire plein de jeux sur lesquels il a fait la musique, et même des jeux sur lesquels vous pouvez pas vous douter. Parce que du coup il a fait aussi plein de musiques pour des jeux Master System. Oui, Yuzo Koshiro. La grosse particularité de Yuzo Koshiro, c'est que non seulement c'est un excellent compositeur, mais surtout, avant tout, c'est un programmeur. Encore une fois, là je cite l'Ankylo Antong sur ça, il y avait un magazine qui s'appelait MyCom, qui était un basique, un truc comme ça, et en gros c'est un truc pour le développement, qui est censé t'apprendre le développement informatique et comment programmer, etc. Et lui était déjà rédacteur à 19 ans dans ce magazine-là, et il avait écrit son propre driver de son, je sais plus pourquoi ça doit être pour PC88 à Villeneuve. Alors voilà, là on utilise justement un miracle, le soleil, pour faire que le marais que les marais s'assèchent, et on utilise la foudre pour virer des arbres. Et comme on le fait dès le début, comme ça on va remplir la mana en tuant un ennemi. On voit dès qu'on tue un ennemi on gagne 2 points de mana.
Alors généralement, on parle surtout quand on parle d'Act Trésor, on parle surtout du 1, le 2 est beaucoup plus oublié. De toute façon, je vous montrerai le 2. Hein. Aujourd'hui, on va voir Act Trésor 1 et 2. Vous allez voir pourquoi, en fait, quand on verra le 2. Donc là, exactement la même méthode qu'avant. Hein. On tue les monstres le plus vite possible au début pour avoir 24 âmes le plus tôt. Ce qui est facile ou difficile selon la place en fait des repères des monstres. Du coup là ce qu'il fait c'est vraiment pas faisable à net, c'est qu'on voit il tue les ennemis avant même qu'ils soient, avant même qu'ils soient à l'écran quoi. C'est assez merveilleux. Ça fait une semaine que j'ai la musique d'Act Trésor en tête, du coup c'est pas désagréable du tout mais je passe mon temps à la chantonner, c'est affreux. Donc désolé si ça arrive. Une soirée Terra Nigma bientôt, ce serait une idée, mais bon. Il y a un niveau de difficulté particulier, dans le 2 surtout, dans le 1 il n'y a pas de niveau de difficulté réglable, par contre il y a un mode supplémentaire quand on finit le jeu, qui est le mode professionnel, où le jeu est beaucoup plus dur, et par contre on a que les phases action. Et c'est généralement ça qui est speedrun justement, c'est le mode professionnel. Je sais que PJ normalement, notamment il le speedrun. PJ qui speedrun ici le 2 et Super Ghost Ghost, le principal jeu sur lequel il est connu. Donc voilà, chaque ville en fait a des trucs qui sont accessibles, mais aussi des trucs planqués. Par exemple, là on voit, il me semble pas qu'on va le voir dans le TAS, mais si on fait pleuvoir sur le lac de sang là-bas, là, le Bloodpool justement, comme le nom s'appelle, comme le nom de cette région, on peut avoir du coup un crâne qui nous est filé, qui nous permet de casser un Monster Lair plus facilement. Et je suis pas sûr qu'on le voit justement dans le TAS. Quoique c'est possible comme ça tue un Monster Lair très rapidement. Terra Nigma, faudra que je regarde, puisque je sais plus s'il y avait un TAS qui était prévu ou pas, parce que je sais que Saturn parlait de Spreader Warmer, mais je sais plus s'il y avait un autre TAS de Terra Nigma qui était prévu pour améliorer l'actuel, mais bon on verra, c'est assez bon Terra Nigma. C'est leur 3h et quelques, on verra. Et moi ça me plairait, c'est un jeu que j'apprécie énormément. On blague toujours avec Isangwen sur ce jeu, parce que voilà, donner des fleurs à des pingouins, des choses comme ça, voilà. Et voilà, on cile les monstres. Voilà, c'est de la manipulation complète d'ennemis, on s'en fiche là, comme c'est pas urgent de tuer tous les adversaires, vu le point où on est. Il y a une caverne, il va y avoir l'histoire avec Timmy dedans, je sais même plus qu'est-ce que c'est exactement l'histoire avec le gosse. Je crois que les mecs sont menacés par les monstres et donc ils doivent tirer au sort qui doit se faire tuer. Et du coup il y a des gamins qui s'enfuient de la ville de crainte, etc. Du coup ouais, ça va très vite sur ces parties gestion. Pourtant il se passe beaucoup de chemin, il se passe pas grand chose entre guillemets, mais ça va quand même extrêmement vite à cause de ça. Et c'est très intéressant ce jeu justement d'avoir un gameplay complètement à deux vitesses entre la partie gestion qui est entre guillemets très reposante mentalement, même si on a pas mal de choses à faire, mais sur laquelle on peut prendre son temps, et les parties action par contre qui sont vraiment très badass et assez difficiles. Globalement, Act Trésor est un jeu qui est assez dur, c'est pas non plus le jeu le plus dur de la Super NES, loin de là. Et surtout, il y a des différences de difficulté selon les versions. Par exemple, la version américaine est plus simple, il y a des monstres qui popent pas ou qui meurent plus facilement, etc. Alors que la version japonaise, elle est comme la version PAL, elle est plus dure. Ce qui est quand même un peu étonnant. Alors oui, parce que le jeu est sorti non seulement en PAL, mais surtout il a été traduit en français. Et oui. Et ce que disait justement l'enculé Sikusimouche, c'était que c'était Ubisoft qui s'était occupé de la traduction, mais bon, c'était en... Encore une fois, c'était en... Le jeu est sorti en 90, mais il est sorti plus tard en Europe et aux États-Unis, bien sûr. Du coup, j'arrête pas de parler de l'enculé en tongs, etc. Ah, salut Acharf. J'arrête pas de parler de l'enculé en tongs, etc. En fait, l'enculé en tongs, donc c'est un membre de Nesblog qui a fait des vidéos extrêmement intéressantes sur le Japon. Et notamment, il me semble que c'est sa dernière vidéo qui date de l'an dernier. C'est l'enculé en tongs et Sikusimouche, donc la gestion de Nesblog, qui parle pendant 1 heure de Act Trésor. C'est une mine d'or de connaissances cette vidéo, je vous conseille expressément de la voir parce que c'est vraiment très intéressant. Ici on voit un truc intéressant, il y a eu un petit dommage boost en fait. En se retournant alors qu'il prenait un dégât, il s'est fait éjecter dans le bon sens et donc il a pu traverser l'ennemi. Sinon on est obligé de se prendre des dégâts en continu. On a encore comme tout à l'heure, on prend un dégât alors qu'on est dos à un mur et ça nous fait rentrer dans le mur, on peut sauter ainsi pour aller plus vite. Alors ça a pas l'air, là il a pris un dégât par le monstre, puis il est tombé dans les pics parce que c'est comme c'est dans Mega Man 2, si je ne m'abuse que c'est comme ça, dites-moi si je me trompe. Si on se fait toucher, on peut marcher dans les pics, par contre si on se fait toucher par les pics, on se fait one shot. Il me semble que c'est dans Mega Man 2 que c'est comme ça. Et que dans le 1, c'est quel que soit comment tu te fais toucher par les pics, il te tue quoi qu'il arrive. Je crois que c'est ça. De toute façon, Achar fait là, donc il nous dira, bien évidemment. Du coup là, rebelote, on se fait toucher, on monte au mur, c'est vraiment... Ça va beaucoup plus vite que d'attendre les plateformes.
Et c'est assez hallucinant de voir que c'est un des jeux de lancement de la Super NES. Parce que quand on compare à tous les premiers, enfin les jeux de la première génération Super NES, c'est-à-dire Super Boost Ghost, Castlevania 4, et Final Fantasy 4 aussi d'ailleurs, bon c'est moins le cas pour Final Fantasy 4, mais surtout Super Boost Ghost et Castlevania 4, c'est des jeux qui rament énormément. C'est-à-dire que dès qu'il y a 3 sprites à l'écran, ça rame. Et là, c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment très peu de moments où il y a vraiment du lag de la console. Le seul moment où ça va arriver, c'est les parties de gestion, justement, notamment quand il y a le chargement, justement, où le jeu calcule qu'est-ce qu'il doit faire. Là, on voit, il est de dos et pourtant, il arrive quand même à donner un coup d'épée. Le jeu est très permissif avec la hitbox de l'épée, heureusement. Là, on voit pareil, il est vraiment à la limite. Il arrive quand même à toucher. Ce qui fait que le boss se fait éclater en quelques coups. Alors de l'un, les puits même sous dommage boost, dans les suivants, c'est plus le cas. C'est bien ça, merci à Sharp. J'étais plus sûr, mais c'est bien ça. Et merci DX Stevix, c'est ça également. Personne au monde ne trouvera un pseudo meilleur que l'enculé en Tongue. C'est assez vrai. Moi je vous conseille vraiment, il a une chaîne Dailymotion en fait avec plein de vidéos qui parlent du Japon, de la société japonaise, du développement de jeux dans la société japonaise, etc. Alors là voilà, on attend un peu juste pour récupérer Magical Stardust, qui est une des différentes magies du jeu, voilà, qu'on équipe, et on va s'attaquer directement à Cassandra. Salut Koala si jamais tu me regardes d'ailleurs, qui est la zone suivante. Parce que oui, la zone s'appelle Cassandra. Ouais, qu'un K par contre, hein, je suis désolé. Bah, c'est Koala Sandra, voilà. C'est fait exprès juste pour toi. Ah non, c'est Cassandra, pardon. Oups, ça s'appelle quand même avec un K. Mais bon, c'est pareil, c'est Cassandra, quoi. On a toujours la même musique badass, mais c'est pas grave, elle est merveilleuse, donc c'est génial. Donc voilà, au niveau des régions, vous avez compris le principe, hein, c'est une zone, entre guillemets, tempérée, j'allais dire normale, mais c'est pas le bon terme. Une zone tempérée en premier, puis après des marais, maintenant un désert, il y aura évidemment des montagnes, il y aura des îles, enfin voilà, on se voit dans Mario 3. Quoi. Donc si pas trop de difficultés, on a toujours extrêmement peu de vie. Par contre on a chopé voilà, Stardust comme magie, qui est la seule magie qu'on va récupérer dans le jeu. Et on a une espèce de petit truc qui est sous le score, c'est un parchemin de magie, c'est-à-dire qu'on peut la lancer une seule fois. Alors pourquoi Stardust? C'est parce qu'il y a plein de magies différentes dans le jeu. C'est parce que techniquement c'est la meilleure si on peut manipuler la RNG. Après, plein de joueurs trouvent que c'est la meilleure. L'enculé-en-tongue qui préfère les espèces de boules bleues. Et je dois avouer que j'ai aussi une préférence comme l'enculé-en-tongue pour les boules bleues qui tournent autour de soi, parce que dès qu'on est proche d'un boss et qu'on l'utilise, on peut toucher genre le boss 4-5 fois d'affilée en très peu de temps, donc c'est assez rentable. Classique, dans un désert, qu'est-ce qu'on rencontre? Bah un Anclion, bien évidemment. Les fourmiliers, n'oubliez pas. C'est ma série de téléphone perso, évidemment Sylvain, tu as un bon choix. Évidemment pas de mystère, hein, il survit quoi qu'il arrive. Ah là, tu es là, parfait. Ce niveau t'est donc dédié, bien évidemment. Niveau qui s'appelle Cassandra commence par un K, si c'est pas un signe, ça, pour que tu choisisses le jeu. Alors la première phase de Cassandra, de cette région-là, ça va être très particulier. Parce que, donc c'est pareil, là il faut optimiser absolument le premier... avant le premier chargement... pour pouvoir avancer, donc on met de la, voilà, on fait pleuvoir évidemment sur des cartes, enfin sur des cases pour augmenter. Un détail intéressant. Donc là il utilise une bombe en fait pour tuer directement tous les ennemis qui étaient pop. Et surtout en fait le temps ne se déplace pas, enfin le temps ne se découle pas tant que les ennemis ne sont pas morts. Le temps que la magie est en cours, pardon. N'importe quoi. Donc le temps ne découle pas tant que la magie est en cours. Et donc ici c'est pour ça qu'il va utiliser la magie à différents moments pour pouvoir tuer plus de monstres. Et du coup la fenêtre pour réussir à avoir les 24 âmes, là on le voit 24 sur 80, non c'est la magie, mais de toute façon si il a dit la magie donc ça correspond, avant d'avoir justement la première augmentation de ville, la fenêtre pour réussir à avoir ça elle était de 2 frames. C'est pas beaucoup. Donc là il y a toujours des événements en fait qui vont se passer, là on voit qu'il y en a un qui est en train de crever dans le désert, il faut lui venir en aide, etc. Ah oui, ça va très vite hein, du coup. Et c'est marrant, c'est que c'est quand même un TAS, enfin c'est quand même un jeu de gestion, donc c'est censé non plus pas être le truc le plus hardcore du monde. Mais là du coup en TAS, ça prend tout de suite une autre mesure, ça va beaucoup plus vite. Et c'est vraiment très intéressant de le voir le jeu de cette façon. On voit que les ennemis prennent plus ou moins de dégâts différents selon qui ils sont pour les tuer. Et justement un truc qui a été intéressant mais qui a été un peu trop vite le truc d'avant, c'est qu'il a récupéré une offrande des villageois qu'on peut avoir quand on tue justement un repère de monstre, qui est l'arc qui fait que du coup on tape 4 fois plus fort avec l'ange. Ce qui rend les phases de farming beaucoup plus faciles. Bien évidemment.
Du coup, voilà, on parle souvent des jeux Super NES, les grands classiques, etc. Et je trouve que c'est bien dommage qu'on parle pas assez d'Actraiser comme jeu, qui est vraiment... qui est vraiment justement un jeu extrêmement intéressant, qui est vraiment fun à faire. Si vous avez peur de la difficulté, jouez-y en américain, c'est pas vraiment loin d'être insurmontable. Alors, c'est petite modification entre les versions japonaises et les versions occidentales. La pyramide était censée avoir un œil à son sommet, qui a été, entre guillemets, censuré. Pareil pour certains repères de monstres qui étaient avec une espèce d'étoile de David, qui a été bien sûr censuré. C'est Nintendo en 90, donc oui, au tout début de la Super NES, c'est censure à fond tous les signes, tous les symboles de prix ou de loin religieux. Donc voilà, il y a l'autre qui est en train de crever dans le désert, je crois qu'on n'ira même pas l'aider. Par contre, il me semble qu'on va aller grimper en haut d'une montagne, mais je sais plus si c'est dans ce niveau-là ou pas, il me semble que c'est dans celui-là. Envoyer en tout cas un villageois partir en haut d'une montagne pour récupérer un parchemin en plus. T'as des magies cachées, t'as des objets cachés, etc. Si t'attends suffisamment dans une ville alors que tu l'as fait grandir, donc ils vont gagner en technologie, tu vas gagner des niveaux selon la population qu'il y a, etc. Mais bon, tout ça, nous on s'en fiche. Le but, c'est d'aller directement à la fin. Il y a aussi des répercussions entre les différentes régions. Là par exemple, on a vu qu'il y avait des lignes de Nazca, enfin l'équivalent des lignes de Nazca. Et en fait, ça correspond en fait à une autre région qui est la région des îles, où il y a une île qui est en forme justement d'oiseau exactement pareil. Et on peut avoir justement des types qui partent à l'expédition là-bas pour trouver un trésor. Des types qui viennent justement de cette région-là, de Cassandra, dans la région des îles, qui est Maharan, je crois, de tête, pour justement découvrir, justement, comme ils avaient vu qu'il y avait un truc exactement pareil, ils trouvent un trésor là-bas et ça peut augmenter, je sais plus, une vie ou un truc comme ça. Donc là, c'est les moments où justement les périodes, évidemment, enfin, ça va prendre beaucoup plus de temps pour avancer, pour avoir le nombre de gens nécessaires et sceller tous les repères de monstres, bien sûr. Et à chaque fois, il y a souvent des événements qui vont se passer. Par exemple, ils vont avoir tel truc, enfin les monstres qui vont leur dire tel machin, ils vont mal réagir, mais ils vont se faire corrompre. Enfin, c'est pas toujours des trucs en fait à chaque fois. Bon là, évidemment, on va à toute vitesse, donc on n'a pas le temps de les voir. Il y a aussi le fait, là on l'a pas vu aussi parce que ça va très très vite, mais il y a une évolution au niveau des, au niveau de la bouffe qu'ils peuvent faire, qui font que bah, du coup ils évoluent plus. Parce qu'ils ont de l'avoine, qui est du riz d'ailleurs en japonais, mais il n'y a aucun riz qui est jamais prononcé dans les trésors dans la version occidentale, alors que c'était un des trucs, c'était une des évolutions justement dans les versions japonaises, dans la version japonaise. Vu comment tu commentes en speedrunner, tu devrais rejoindre le duo speed game. Alors, je sais pas si c'est moi. Ah non, c'est Gecko. D'accord. Parce que je me disais bizarre. On soit d'accord, hein, c'est bien un TAS là qui est en train de marquer, ce n'est pas moi qui suis en train de jouer du tout, vous voyez mes mains. Hein. C'est en tout cas speedrun, c'est un fichier avec toutes les pressions de touche à chaque seconde, enfin 60 fois par seconde qui sont mises et donc lues par l'émulateur pour arriver à cette partie parfaite. Ou du moins qui tente d'être parfaite. Parce qu'ils ont du pâté au Porto. C'est pas du pâté, c'est du foie gras que j'ai fait. Bon évidemment vous vous doutez à quel endroit va être la deuxième partie du le deuxième acte du niveau, hein. Bien évidemment. Oui, je joue sans les mains. Voilà, effectivement. Et du coup, c'est parti. Tabasser les monstres et... Oh, bizarrement, c'est la pyramide. Incroyable. Aussi, faites attention, en fait, aux différents boss, en fait, qu'on va rencontrer, parce que ce sont souvent des trucs qui ont des rapports plus ou moins à des symboles religieux de notre monde. Bon, là, évidemment, on est voilà, dans une pyramide, dans le stade des momies, évidemment. Toujours, on se retourne quand on prend un dégât, comme ça permet de traverser les ennemis, voilà. On a quand même pas mal de vie, hein, même si on est quand même très bas par rapport à ce qu'on devrait avoir dans une partie normale. Le rebond sur la petite plateforme avec les pics qui te one-shot, c'est... Bon, vous savez ce qui arrive, voilà. On se prend un dégât, on se fait éjecter, on rentre dans le mur, on saute. Ok, si j'ai pas la main, je vais
persuadé que c'est toi qui joues. Ah non, non, c'est pas moi qui joue Silver God Generation. Non, pas du tout. J'aimerais bien jouer comme ça. Mais j'en suis très loin, bien évidemment. Et je suis passé 5 fois dans Speed Game, hein, sinon. Accessoirement. Et on me verra bientôt d'ailleurs aussi, mais juste en commentaire. Et donc il y a énormément de parallèles à faire entre ce jeu et les autres jeux de Quintet. Bon, voilà, là on voit Stardust du coup qui fait tomber des météores, mais du coup leur apparition est aléatoire. Et justement, une des améliorations potentielles qu'ils disent vis-à-vis de ce task, c'est peut-être d'avoir des meilleures manipulations sur les Stardust. Parce qu'ils l'ont fait au script LUA pour voir différents scénarios. Mais ils sont pas complètement convaincus. Et moi non plus je suis pas convaincu, je reste convaincu que peut-être les boules bleues c'est peut-être mieux. Mais bon, après je leur fais confiance, hein, ils ont quand même testé. Et donc oui, c'était une tête géante de Ramsès pour... En même temps, commenter aussi bien tout en ne jouant pas. Cadmoni, je vous prie, monsieur Demoni, s'il vous plaît. Quand on voit le look de la pyramide, oui évidemment, c'est tout bien. Voilà, exactement, c'est l'idée, il y a des décors similaires, il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de similitudes dans les jeux Quintet. Donc surtout entre Actraiser et puis la trilogie quadrilogie, ça vous les comptez comme vous voulez. Soul Blazer, Illusion of Gaia, Illusion of Time, c'est les deux noms qu'il y a, et Terra Enigma. Le quatrième étant Grand Stream Saga sur PlayStation, mais c'est très discutable de dire si c'est le quatrième ou pas. Et qui sont donc des jeux de Quintet et qui sont tous en fait le même scénariste et le même développeur. Par contre, Yuzo Koshiro n'a pas fait la musique de tous les opus. Il me semble qu'il n'a fait que Actraiser 1 et 2. Mais en gros, c'est toujours à peu près le même schéma. C'est très manichéen. Il y a vraiment... on joue les gentils, il y a les méchants. Enfin, on joue les gentils. Pas toujours, mais je ne vais pas spoiler bien sûr certains jeux. Mais en gros, il y a les gentils, il y a les méchants. On représente plus ou moins les gentils. Et on doit casser la gueule aux méchants. Et c'est vraiment la grande dualité divine entre le bien et le mal, quoi. Ça atteint ce degré-là. Les éjections, c'est la vie. Bien évidemment. Et ah oui, il y a une chose aussi très importante dans ces jeux-là, je vais bien en parler, qu'on retrouve justement dans tous les jeux, c'est surtout la reconstruction du monde. Ça, on le voit vraiment dans tous. On le voit dans Actraiser, là, on reconstruit petit à petit le monde. On le voit dans Soul Blazer, on va libérer les âmes qui vont créer des nouveaux villageois. On le voit dans Illusion of Time, qu'on découvre justement les civilisations qui ont eu le passé, etc. Et Terra Enigma, bah, c'est extrêmement évident, parce qu'on reconstruit les continents un par un, on construit les oiseaux, on construit les plantes, on construit les mammifères, on construit les humains, on construit... Voilà. Donc c'est toujours voilà, ce principe de reconstruction du monde qui a été détruit. Ah voilà, le jeu est édité par Enix. Édité, ça veut dire qu'ils ont commandé le jeu, ils ont dit qu'il faudrait un jeu qui fasse de telle façon, et qu'ils se sont chargés de toute la partie production. Enix, ce ne sont pas des développeurs. C'est-à-dire que les Dragon Quest, Enix, etc., Actraiser, Enix, Illusion of Time, Enix, c'est juste qu'ils ont produit les cartouches, et qu'ils ont étudié le marché pour savoir si ça allait se vendre ou pas. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz, mais voilà. Mais ce ne sont pas les développeurs. C'est pour ça qu'on parle plutôt directement de Yuji Horii pour Dragon Quest, plutôt que directement d'Enix. Donc là, rebelote, c'est parti. La première séquence, toujours la plus compliquée. Bon, évidemment, il y a un gros volcan. Ouh là là, je me demande bien ce qui va se passer dans un volcan. Comme de par hasard. Le mode de la 2D, surtout dans les années 80, oui, Cadmoni. Bon sang. On rigole, mais il y avait plein de tentatives de jeux en 3D, même dans les années 80, dès qu'il y avait avec une techno très faible. Mais bon, on chipote. Donc l'utilisation de magie à donf pour déblayer... on a l'apparition des crânes. Alors les crânes, qu'est-ce qu'ils provoquent? Ils provoquent des tremblements de terre. Tremblements de terre étant aussi une magie à laquelle on a accès. Tremblements de terre, ça va détruire toutes les maisons qui sont de rang 1 ou 2. Donc il n'y a que si on est au dernier stade technologique qui vont pas poser problème. Ce qui peut être un peu gênant, voilà. Parce que de toute façon, je crois pas qu'on atteigne le stade 3 technologique, en tout cas dans les villes en cours. Moi aussi, Sylvain, je préfère largement le 1, parce que tu as vraiment donc les phases gestion qui ne sont plus dans le 2, qui sont vraiment excellentes. Et dans les phases d'action, le personnage ne se déplace pas à 3 à l'heure, parce que dans le 2, c'est vraiment une catastrophe. Le personnage, il est lent, mais il est lent. Et c'est vraiment dommage.
schizophrénique. Noirdaise, je vous prie. Et du coup, ce qui est bien, c'est que les gens qui n'aiment pas la partie gestion, etc., bah, ils ont le mode professionnel pour jouer vraiment que aux jeux d'action pur et dur. Et c'est l'apparition des chevaux. Et oui, les chevals, un cheval au pluriel, on dit un cheval des dada, bien évidemment. Voilà, je suis pas fier de ma blague. Je m'entraîne, hein, c'est-à-dire que je regarde les autres streamers de Gaming Live, et je pique leurs blagues en fait. C'est comme ça que ça marche le streaming sur internet. Vous regardez quelqu'un et vous reproduisez exactement ce qu'il fait. En tout cas, Gaming Live, et même les webcamers de manière générale, même être populaire sur internet, ça marche comme ça. Donc j'apprends de cette façon. Donc je me suis inspiré de... C'était quoi? C'était Nostalgeek, ça s'appelait hier, voilà. Donc je fais de l'humour à peu près au même niveau, ça va marcher. Forcément. Et ouais, par contre le gameplay du 2 est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a plus de mouvements, comme on a les ailes qui peuvent permettre de faire des vols, on se déplace plus vite, et plus des piquets. Et le système de magie qui est selon la direction dans laquelle on fait une charge, et selon la direction qu'on a, on va avoir telle ou telle magie. C'est beaucoup plus compliqué à maîtriser. Du coup, d'une certaine manière, moi je préfère le 1, mais je trouve le 2 plus impressionnant. C'est pour ça d'ailleurs que je monte les deux en même temps, c'est plus simple. On dit chevaux que quand il y a plusieurs chevaux. Donc voilà, là on éjecte les monstres en dehors et surtout... on fait un peu le ménage avec le vent. Alors, anecdote sur ce jeu que je trouve... Bon, pour le coup, c'est pas du tout un trivia, mais là, pour le coup, c'est vraiment un vrai trivia badass de la mort qui tue. Il est pas de moi, il est de l'enculé entendu. Donc, le jeu est sorti en décembre 90, donc vraiment au tout début de la Super NES. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu a été tellement impressionnant musicalement qu'il y a un autre développeur majeur de la Super Nintendo, enfin de la Super Famicom, qui allait sortir leur premier RPG sur ce support-là, qui a retardé la sortie de ce jeu pour revoir complètement la direction artistique au niveau musical du jeu. Parce qu'ils ont été mis sur le cul par la qualité sonore de Actraiser. C'est quoi ce jeu? Ce jeu c'est Final Fantasy IV. Et oui. Merci l'enculé Anton pour cette anecdote absolument merveilleuse. Il a même trouvé dans la vidéo, vous pouvez le voir, qu'il a sur Dailymotion, l'interview de Nobuo Uematsu justement où il explique qu'ils ont retardé le jeu pour pour améliorer, on va dire, l'ambiance sonore et les mélodies de Final Fantasy IV parce qu'ils avaient honte. Ah oui, son mot, si en plus qu'il joue en japonais, oui, c'est assez... voilà, c'est un peu galère. Du coup, seconde partie, dans le volcan, on s'en doutait à peine. On a toujours qu'une seule magie. On a un peu de points de vie, mais pas non plus pas des masses, quoi. La barre de vie peut aller jusqu'à la magie, hein, donc c'est vraiment... on a qu'à la moitié de la vie qu'on pourra avoir. Ce qui est marrant par rapport à Final Fantasy IV, c'est que j'ai souvent tendance à dire que j'aime pas Final Fantasy IV pour plein de raisons. Techniquement, il a la ramasse, parce qu'il a été conçu sur le prototype de la Super Famicom, et que voilà, c'est pas terrible. Et puis au niveau de l'histoire aussi, et même du gameplay. Mais par contre, je dois reconnaître à chaque fois que je trouve que justement les musiques du jeu sont un point positif. Et c'est marrant de se dire que c'est à cause d'Actraiser que justement ce point est plus positif que ce qu'il est. Donc voilà, une espèce de tête de cyclope avec dans une roue enflammée. Voilà. Donc bien sûr, hein, on est sur les jeux de départ de la Super NES, on n'en a pas parlé mais bon vous l'avez vu. Hein. Le zoom, le mode 7, évidemment tout ce que la console pouvait faire en natif, ils en ont merveilleusement usé autant que possible. Et là je crois qu'il va y avoir une petite attente, c'est pour aller à la montagne, voilà, qu'il y a un villageois qui monte en haut de cette montagne, c'est ça, parce que ça va récupérer une source de magie. Au final ça va être plus rentable d'attendre ici et de choper ça, parce que de toute façon on a besoin d'attendre que la ville augmente. Parce qu'on n'a pas encore assez d'habitants pour aller à la suite. Ah, il me semble pas que la lave ait la même effet que les piquants, non. Je trouve que la lave ça fait juste des dégâts. Mais je puis me tromper par contre. Il me
semble qu'on avait déjà présenté un test du news, mais je ne saurais plus... Je ne saurais plus du tout précisément lequel c'était. Je vois que j'ai pas refait le jeu pour présenter l'émission, moi je l'avais fait il y a un paquet de temps déjà, mais beaucoup marqué ce jeu. Ce qui était marrant, c'est que je l'avais vu beaucoup catégorisé dans des listes de RPG, alors que... Enfin, c'est pas un RPG, quoi, c'est un jeu d'action avec quelques éléments RPG de loin, mais c'est très 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 loin d'être considéré comme un RPG. Alors que, justement, Enix avait mis un peu ce jeu en avant, style, ça allait être un peu notre premier RPG de la Super Famicom. Encore une fois, c'est pas vraiment un RPG. En tout cas, je me souviens que j'avais suivi la sortie de ce TAS-là, et qu'il avait fait grand bruit pour sa qualité. Il a même fait du coup une page de ressources sur TAS Vidéo, spécifiquement sur ce jeu, parce qu'il y a un nombre de tricks abominables, enfin un nombre vraiment dingue de tricks qui existent dans ce jeu. Du coup, je vais vous mettre la liste dans le chat, comme ça vous pouvez voir si jamais vous voulez jeter un œil à tous les tricks utilisés, parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour optimiser les parties, toutes les parties en fait, hein, que ce soit action et gestion, mais c'est surtout action où il y en a vraiment énormément. Voilà, du coup, je vous le mets maintenant. C'est qui le jeu de la deuxième heure? Alors je sais pas qui, salut le. C'est à Trésor 2 simplement. Voilà, liste des tricks pour ce jeu est assez folle. Et donc voilà, on abuse carrément pour aller sur en haut de l'écran pour traverser. Parce que le but c'est juste que le jeu nous voit tout à droite de l'écran pour pouvoir avancer, peu importe que ce soit en haut ou en bas. Ce n'est point important. Et directement, premier boss. De Marana. Et là, c'est comme Mario, Wall Jump et OB. C'est vrai que quasiment tous les Mario, il y a Wall Jump, quoi. En tout cas, Mario 1, Mario 3... Mario World. Mario à tout inventer, oui. Bien évidemment. Du coup, le niveau des îles. Marahana, pardon. Putain, j'arrive pas à voir avec le défilement des frames. Tremblement de terre pour commencer parce qu'on n'a pas encore de vue d'habitation, donc ça les détruit pas. Mais ça permet d'accéder à l'île complète. Encore une fois, on tape le plus de monstres le plus tôt possible. On met la chauve-souris, on manipule la chauve-souris pour qu'elle se retrouve sous l'éclair parce que ça la tue. On fait directement autant de magie que possible parce que ça va retarder justement le défilement du temps. Et ça va nous permettre de tuer plus de monstres pour choper nos 24 âmes avant, voilà, l'évolution de la ville. Et ouais, hein, pour un jeu, encore une fois, hein, décembre 90. Elle est sortie chez... Il me semble que c'est le 21 novembre 90, elle est sortie, la Super Famicom. Donc, vraiment... Enfin, ça se compte en jours, la sortie, après la sortie de la console. Quand tu compares à Super Mario World, au niveau musical et tout, il y a un sacré bond en avant. En fait, la tentative, c'est vraiment de faire une tentative orchestrée, enfin de faire un truc orchestré pour ce jeu. Parce qu'ils disaient, ça y est, on a enfin, on va dire... quelque chose d'un peu plus badass niveau sonore, enfin un truc d'un peu meilleure qualité. Après c'est très différent la gestion du son sur Super NES par rapport aux autres consoles, Mega Drive, ou même les jeux micro que faisait Yuzo Koshiro avant, que ce soit les grandes séries PC88, FM Towns, etc. X68000 aussi beaucoup, bien sûr. Mais encore une fois, on se souvient surtout de Yuzo Koshiro pour les musiques sur Mega Drive. Parce que voilà, il était entre guillemets connu pour être le seul à réussir à faire sonner la Mega Drive comme il faut. Et ça, c'est parce que il était en plus développeur, en plus que juste... Ah oui, il y a un temple qui est apparu miraculeusement. C'est pas du tout louche un temple qui apparaît comme ça, devenu de nulle part. Hein. Ah ouais, le nom du jeu... C'est vrai que c'est un peu idiot, j'aurais peut-être dû le mettre à l'écran, le nom du jeu. Genre juste au-dessus de l'écran du jeu, ce serait intelligent. J'y penserai pour la prochaine fois en tout cas. Merci beaucoup.
Ouais, voilà, Sylvain qui cite des classiques de Yoko Shiro. Pourquoi tu cites pas Batman Returns sur Master System, Legacy of the Wizard sur NES qui sont pourtant des musiques qui sont faites par Yoko Shiro également. Legacy of the Wizard, d'ailleurs, je vais vous montrer. De toute façon, je vous ferai un épisode sur des jeux NES très notables mais moins connus. Il y a la série des Is aussi, notamment le portage de Is Master System, c'est Yoko Shiro également à la musique. Avec ce qu'elle me semble. Ok, ça durait d'une heure normalement. Oh, t'en as pour une bonne dizaine d'heures sur Act 13 je dirais, facile. Voire plus parce que la fin est vraiment hardcore. D'ailleurs, le but c'était de faire un truc orchestral un petit peu, enfin orchestré pardon. Et justement, il existe un CD de remix orchestré fait par Yoko Shiro qui sont dit quelques mois seulement après la sortie du jeu. Là du coup bah, c'est plus du cheap, hein, c'est vraiment un vrai orchestre qui reprend les musiques, les thèmes du jeu. Donc c'est on va dire la volonté, c'est vraiment les musiques telles qu'ils voulaient qu'elles soient. Je vous en ai mis, enfin je n'ai pas mis exprès, enfin j'ai fait exprès on va dire plutôt de ne pas en mettre, parce que sinon ça aurait été flag etc, ça aurait été un peu agaçant. Mais c'était pas l'envie qui manquait parce que elles sont vraiment très bien. Oui Shenmue aussi c'est vrai, il a fait aussi Shenmue. Il a rien fait sur Atari, je crois pas. Atari, c'est surtout des développeurs occidentaux. Il y aura peut-être par contre des portages, mais j'ai des doutes. Vraiment les PC, enfin les trucs de l'époque, c'est vraiment PC 88, X68000, ces PC là qui étaient, enfin ces micros, on parlait de micros à l'époque, qui étaient vraiment populaires au Japon. Mais ça c'est la période on va dire autour de la Famicom et c'était un autre public parce que les consoles étaient... Enfin justement la Famicom a développé le marché de la console parce qu'elle était très peu chère, je crois que c'était 12 700 yens à sa sortie. Alors que les micros par contre étaient beaucoup plus chers donc c'était un public de niche beaucoup plus aisé. Donc c'est très différent. Du coup c'est parti, deuxième partie. Acte 2 plutôt. Encore une fois, traverser les monts sans tournant à la dernière frame. Pas se faire éjecter, enfin pour ça j'étais dans le bon sens, et pouvoir traverser l'adversaire. Il y a un autre trick qui est utilisé pas mal, c'est les hitbox, enfin les monstres ne peuvent plus toucher, leur hitbox disparaît quand on les attaque. Donc c'est plutôt utile pour traverser certaines parties sur des mobs qui prennent beaucoup de... qui peuvent prendre beaucoup de coups. On voit qu'il y a de plus en plus de gimmicks utilisés par le jeu. C'est un peu plus labyrinthique. Des espèces de sphères qui se déplacent et qui font des éclairs entre elles. Le jeu qui nous file un petit peu de vie à certains moments. Et directement, deuxième boss. Une espèce de boss qui fait très hindou, très bouddhaesque, à plusieurs bras. Donc on a ici un peu d'influence au Kali, aux 4 bras. Salut Kilai! Et bien sûr, encore une fois, les Stardust, pas besoin d'en avoir plus que deux, hein, c'est vraiment le plus rentable pour dégommer les boss. Et c'est reparti. On va s'attaquer à Northwall, qui est la dernière zone du jeu, et la plus difficile accessoirement. Toujours des musiques douces dans les niveaux de glace. Petit trick aussi, rien que pour gagner du temps, c'est les pentes verticales, voilà, on garde l'inertie, je vais dire le momentum, mais on garde l'inertie quand on saute et donc on peut accélérer un petit peu plus et aller un peu plus loin en sautant pendant une descente. Tandis que Sylvain se fait kick du chat parce qu'il a tiré 3 messages d'affilée. L'attente dans les tasses toujours. Ah, Nordes qui nous suit sur un Amstrad. Un Amstrad, je vais y arriver. Hommage au vieux micro de la grande époque. Les micros des années 80. Hommage.
Plus grand chose on va dire à dire, sinon c'est toujours voilà, éjection dans le mur, on saute, 1000 gains de temps est minime. Un nombre assez hallucinant aussi par rapport à Stas, c'est assez marrant, c'est la submission justement du TAS c'est gigantesque, parce qu'il explique vraiment énormément de trucs dedans, plus niveau par niveau, tout ce qui a été fait. Et il y a un nombre justement de remerciements qui est vraiment assez énorme. Le mec qui avait fait l'ancien TAS au Grand Slayer, il y a Sir VG qui est un copain d'ailleurs, parce qu'il avait fait un speedrun sur SDA, et donc ça a servi entre guillemets de base pour voir à quoi ressemblait un speedrun. PG bien sûr, qui est bien sûr un des meilleurs speedrunners, tout court, de toute façon PG et Elise c'est allé, excellent speedrunner, et qui speedrun du coup à 13h. Fat Rat Knight que moi je connais parce que c'était la personne qui bossait sur le TAS théorique de SimCity. Dark Cobalt, qui est un des ennemis de TAS vidéo. Enfin, il y a vraiment un nombre, une liste longue comme le bras de gens à remercier pour ce TAS. C'est assez marrant. Donc là, bien sûr, on s'en doute, comment on casse la neige, on met du soleil dessus. C'est un peu comme pour le désert, c'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller case par case, du coup, c'est un peu long. Le crâne on s'en fout, parce que limite il peut faire des tremblements de terre, mais bon, il n'y a pas encore de construction, donc voilà. Mais on le tue quand même pour choper des âmes. Il faut quand même combien de coups d'épée? 5, 6, 8. Il faut un sacré paquet. Alors on n'a pas l'amélioration. Donc ouais, les monstres ont différentes actions en fait. Il y en a qui vont faire, voilà, comme je disais, les têtes qui vont faire un tremblement de terre. Les diables qui vont réduire à néant les champs. Ah non, ils vont prendre les... Non, ils vont prendre les villageois par contre. Et c'est les dragons qui vont réduire à néant les champs. Une mort, c'est ça. Est-ce qu'il remercie sa grand-mère? Je crois pas qu'il remercie sa grand-mère. Salut fraise en fait. Ah, les codes dans les livres. Tu vois, Exo, justement, le magazine dont je parlais tout à l'heure, MyCom Basic, je crois que ça s'appelait comme magazine, où Yuzo Koshiro à 19 ans écrivait déjà des articles pour eux. C'est typiquement le genre de magazine dans lequel on pouvait trouver justement des morceaux de code en basique, etc. pour justement recopier chaque fois sur son micro pour pouvoir avoir un programme, etc. Et c'est un truc qui se faisait à l'époque, on achetait des livres dans lesquels il y avait le code d'un soft, et donc on le reproduisait à la main pour avoir justement un soft, un jeu, ce qu'on veut. Les gens qui ont développé Legend de Sora, ça savait pas un peu qu'on peut. Ah, c'est possible. King Karul Quinten, bravo. Pour le pseudo. J'aime pas le système de modération sur Gaming Live. Attention, Dark Sylvain pop parmi nous. Et oui, c'est des bots en fait, hein, Sylvain. C'est juste que tu fais 3 messages d'affilée, tu te fais kick. Automatiquement. Mais voilà, si t'es voice, tu n'auras plus cette contrainte-là. On est à la fin des parties de gestion, on en aura bientôt plus, heureusement, enfin entre guillemets heureusement. C'est bon qu'on chope encore un parchemin ici, justement, de mémoire. Salut Vinoc. Comme je te vois. Ouais. Les moments où on s'amuse, un petit peu, mais on prend pas tout. Il y avait une planche de BD de Tim, comme BD blogueur, qui fait le blog qui s'appelle A Cup of Tim, justement qui parle d'Actraiser, parce que c'est un jeu de son enfant, plutôt de son début d'adolescence, qui était très intéressant parce qu'il était arrivé exactement à la même conclusion que moi sur la fin du jeu, et qui est justement l'enculé en Tong et Sikosimouche en parle. Donc j'en parlerai qu'à la fin bien sûr, mais c'est vrai que la conclusion de ce jeu est très étonnante pour un jeu de cette époque-là, je trouve. C'est pas mal. J'en profite. On vient faut pas être vulgaire non plus avec les gens. Je sais que c'est un bot mais je m'en fiche. Tiens, je me demande bien quel genre de boss est-ce qu'on pourrait se taper dans un donjon proche de la fin avec de la glace. Bien entre.
On a une espèce d'arbre comme donjon. Nous allons aller au sommet. Les monter sur les bulles. Évidemment, la manipulation de la chance pour avoir des tours du monde. Et oh, un dragon de classe, très original. Et encore utilisation de la magie, le boss qui se fait toucher après en dehors de l'écran, là c'est waouh, l'allumage complet, il a à peine le temps de se déplacer. Voilà, le boss tué en 2 attaques. Du coup ça y est, on a libéré toutes les régions. Et du coup apparaît, oh comme de par hasard, un volcan avec un espèce de vortex noir au centre. Ça sent pas du tout le truc de merde ça. Hein. Donc voilà, Deathheim qui est la dernière zone du jeu bien sûr. Alors, les influences Megaman. Quoi ça vous fait penser quand je vous dis ça? L'influence Megaman, c'est un boss rush. Donc là pour le coup c'est vraiment un passage dur je trouve dans le jeu. Autant le reste avant ça va, c'est faisable mais c'est pas forcément facile. Parce que bon on a quand même pas mal de vie. Mais là du coup là c'est vraiment le boss rush, on se refait tous les boss de second acte du jeu. Et là c'est déjà beaucoup plus chaud parce qu'on récupère pas de vie entre chaque boss ni rien. West Wolf, le dragon c'était un boss et puis là le Minotaur c'est pareil, c'était un boss. Éclaté. Montant le positionnement comme il faut pour donner des coups, que ce soit par devant ou par derrière, ça marche aussi bien. Et ouais, dans le 2 c'est plus dur. Bah, en plus dans le 2 on peut gérer la difficulté, donc enfin il y a une option de difficulté, donc ça peut être bien pire. Donc voilà, avec la tête de Ramsès. C'est pas tout en canon d'ailleurs, cette tête là pour avoir un impact. Tête de pharaon. Plateforme vers le vide me fait tellement penser à la fin de Terra Enigma. Ouais. C'est plutôt un chemin qui va vers tu me diras le dernier boss de Terra Enigma, c'est ça, ouais, c'est vraiment une plateforme au bord du vide. On voit vraiment que la hitbox est super généreuse avec l'épée. Heureusement d'ailleurs. La manipulation pour optimiser à mort le Stardust. Ouais, le 2 est vraiment très dur hein, pour le coup. Vous allez voir, c'est l'abomination. Je vais essayer justement de l'enculé qui jouait à Trésor 2 au Vortex Nebula, justement, il a fait le premier niveau. Il a mis plusieurs vies à passer le premier boss. Hein. C'était dur. C'était vraiment très dur. Mais il l'a fait. Tout à son honneur. On commence par le dragon. Rebelote. Le Stardust bien placé, et après, on manipule son comportement pour qu'il fasse cette attaque là, sans qu'il soit touchable à chaque fois. Et on n'a plus qu'un point de vie. Ça tombe bien. On arrive avec le dernier boss. Particularité par contre à partir de là, c'est comme dans Illusion of Time Gaia, c'est pareil. Maintenant on a une attaque à longue portée. Juste pour le dernier combat. Donc c'est exactement comme... ça s'appelle Likefia avec le Phoenix à la fin de Illusion of Time Gaia. Même principe. Dans la première phase, on évite les météorites qui tombent. Un peu comme Illusion of Time Gaia d'ailleurs, si je ne m'abuse. Et enfin, seconde phase, la barre de vie infinie du mec. Et en fait, faut taper la boule bleue, le problème c'est qu'elle est protégée les 3/4 du temps. Donc faut attendre voilà, qu'il s'ouvre pour pouvoir la taper. Et là on bourre, comme pas possible. Bon, évidemment, c'est manipuler pour avoir les sauts les plus hauts possibles et réussir à taper pour tuer les deux espèces de boules qui nous envoient le plus vite possible. Sinon, c'est des espèces de sphères qui se déplacent lentement et qui se déplacent dans notre direction. Donc, assez agaçante à esquiver. Et vraiment, pour moi, je trouve que la difficulté de ce boss, c'est juste qu'on a énormément de boss à faire. Et c'est fini. Et c'est fini. Fin du jeu. Méchant diable a été battu.
va-t-il réussir? Oui, c'est quoi là qui disait ça d'habitude? Ouais, du coup, la fin. On va aller vite sur la fin parce qu'elle est pas très intéressante de toute façon, j'ai envie de vous dire. Alors c'était table, sur c'était bien. J'ai pas dit caps lock, j'ai dit table. Oh mon dieu, on a vachement travaillé, gna 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 gna, et les gens ils sont contents. Et en fait, le principe c'est qu'on va revoir en fait toutes les villes et qu'on voit qu'il s'est passé des choses. Oh là là, la ville a prospéré. Maintenant ils peuvent connaître l'avenir, machin et tout. Voilà. Donc on revoit chaque ville, il s'est passé plein de trucs, machin. Tel gamin il était parti, mais bon finalement voilà, c'est parce qu'il allait se faire tuer sinon. Maintenant ils font ceci, cela, machin, du truc. La ville de Marana, machin, tout ça, tout ça. Voilà, toujours des espèces de mini-histoires qu'il y a eu et qui sont toutes finies. Voilà, Northwall. Voilà, c'était dur de vivre dans un climat si froid, j'ai un peu mal pour eux, mais ils ont quand même réussi malgré tout. Ah. Voilà, vous en trouvez, voilà. Des marques de amoureux d'il y a longtemps, donc ils ont eu courage, enfin, voilà. Enfin c'est un peu ça, c'est vraiment un peu, tout est mignon, tout le monde est gentil. Je suis un peu confus par les phases de gestion. Ouais, qu'il aille, c'est vrai que quand on n'a pas joué, c'est pas forcément évident. Mais en gros, t'as un timer qui fait que la ville va évoluer, et c'est selon combien de monstres tu as tué, tu as libéré tant d'âmes, et donc tu vas pouvoir avoir accès à tant de villageois qui vont apparaître dans ta ville. Et c'est toi qui décides en fait dans quelle direction ils vont construire des routes et des maisons. Et après, ils peuvent débloquer des événements par rapport à la carte où tu es. Il va se passer tel ou tel événement, et donc il faut réagir par rapport à tel truc. Soit en tuant telle magie, enfin en lançant telle magie à tel endroit, en tuant les trucs de monstres, etc. Ou en allant taper simplement les monstres à la main. Et donc voilà. Et maintenant, si on allait avoir dans le temple les gens qui prient pour nous, hein, pour notre bonheur et notre salut et tout ça. Et il n'y a plus personne dans le temple. Bah oui. Bah oui. Et parce que bon, c'est un peu ironique en fait, parce que dans l'histoire, le principe c'est que la puissance de Dieu, donc le personnage qu'on joue, c'est Dieu, hein, est dépendante de combien de personnes le vénèrent. Et donc c'est pour ça qu'il a besoin de restaurer, on va dire, les différents peuples pour gagner de la puissance. Et là on est à la fin du jeu, on a tué les grands méchants, et tout le monde s'en fout de nous. La vraie volonté en fait derrière ça, c'est pas de dire que les gens sont des bâtards, bien évidemment, hein, c'est plutôt que ils ont plus besoin de la religion surtout. Il n'y a plus de grandes menaces ni quoi que ce soit machin, et puis ils ont assez grandi entre guillemets pour se dire que il n'y a plus besoin et qu'ils vont juste vaquer à leurs occupations. Et c'est assez original de se dire qu'à cette époque-là, voilà, il y avait quand même un jeu qui avait une espèce de discours à la fin où tu te disais finalement on n'a pas foncièrement besoin de la religion. Le dernier des zooms. On voit que le monde il est vraiment très vaste et il y a juste un tout petit continent avec plein d'eau dedans. Je sais pas comment ils font pour pas avoir des ouragans en permanence, hein, avec rien pour arrêter le vent, mais c'est pas grave. Voilà, donc Toxic Century Fox présente. Voilà, Tomoyoshi Miyazaki, c'est le scénariste qui a bossé sur tous les jeux de Quintet, notamment, voilà, qui a fait, et pareil, Masaya Hashimoto, qui a bossé sur la très grande majorité des jeux de Quintet, et avant ça, donc de Falcom. Alors, Ayano Koshiro, qui est designeuse graphique, c'est la sœur de Yuzo Koshiro. Ouais, voilà, c'est une histoire de famille. Et également, ce sont que des gens qui ont déjà bossé beaucoup sur des jeux avant. Donc c'était pour Falcom, c'était comme je disais tout à l'heure, les Dragon Slayer, qui après sont devenus Xanadu, puis des Is après. Donc vraiment des gens qui se connaissaient avant d'être chez Quintet. Qui est la voix qui écrit avec Kamuni qui cherche les liens des jeux de Kitase dans les jeux Quintet. Et c'est juste Atma, hein. Si Dieu débarquait pour poutrer des mobs avec une grosse épée, c'est vrai qu'on se poserait tous des questions différentes sur les religions. Effectivement, on la considérerait peut-être un peu plus. Mais du coup, quelle est la menace tombée du ciel? Est-ce que c'est pas Dieu, la menace tombée du ciel dans ce jeu? Est-ce qu'on n'a pas joué le rôle du méchant tout le temps? Parce que voilà, c'est le thème récurrent dans les jeux dirigés par Kitase. La menace vient du ciel, hein, Lavos, Deus, Genova. C'est pas que le Dieu de l'Ancien Testament c'est plutôt crédible, c'est vrai. Vu comme il est violent... Vu comme il est violent comme Dieu, Dieu de l'Ancien Testament, un peu ouais.
Bon, pas d'accord avec moi? Bon ok, bah, je vais tuer tous les enfants, tous les jeunes enfants de ce peuple. Voilà, moi en tout cas, je ne peux que vous conseiller de découvrir ce jeu. C'est vraiment, vraiment, vraiment un très 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 bon jeu de la Super NES. Pas assez connu, je trouve, et pas assez joué. Donc voilà, faites-le. Et donc une fois qu'on a fini le jeu, on a accès au mode professionnel, donc qui permet d'avoir le jeu en plus dur, mais que les phases action. Et du coup, bah moi je vous retrouve après une page de pub et on se lancera la suite. Ah, de suite.
Bon, ça devrait être bon pour les pubs. Hop là, je garde de toute façon le focus dessus pour être sûr. Hop. Tac. Du coup, hop là, que je fasse pas n'importe quoi. Hop, voilà, très original, Hack Trésor 2. Par contre, du coup, je change complètement d'émulateur. Hop là. Les gens qui savent que c'est LSNES. Ce qui va me permettre de parler d'LSNES, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, eh ben c'est parti pour Hack Trésor 2 en 40 minutes et 54 secondes par Pasky 13. Alors qu'est-ce que c'est qu'LSNES? Alors là je vous ai pris une capture un petit peu particulière parce qu'en fait les inputs sont marqués en haut à droite. C'est ce qui est marqué P1. Je pense que le son de l'émulateur est là aussi. Un petit peu fort. Donc voilà, on est en 93, la même équipe. Par contre cette fois-ci on augmente la difficulté parce qu'il y a une option pour ça. Grosso modo un truc très similaire. Puisque, bah voilà, on est Dieu, on doit dégommer tout le monde et puis sauver, réparer le monde, bien évidemment, très original. Alors, regardez le focus sur LSNES, sinon on va perdre des frames. C'est un sujet sur LSNES. LSNES, qu'est-ce que c'est? C'est un des émulateurs justement qui est basé sur le moteur de BSNES ou IGAN, selon son nouveau nom, qui en gros, le but était de réussir à reproduire parfaitement, enfin en tout cas le plus parfaitement possible, parce que c'est jamais parfait, là, le comportement de la Super NES, et notamment les ralentissements. Donc voilà, gros changement déjà graphique, on a une sacrée barre, parce que ouais, c'est 3 ans plus tard, hein, donc tout de suite. Et surtout comme on voit, le personnage est très lent, mais comme il a des ailes, il peut planer légèrement et attaquer en plongée, sur le mouvement qu'on a. Et donc là, le but justement, ça va être de faire ça, c'est de faire que du vol, parce qu'on se déplace 2 fois plus vite. Autre changement, on a des charges en fait quand on reste appuyé sur le bouton d'attaque, et après sur la direction qu'on va prendre et relâcher l'attaque, on va lancer telle ou telle attaque chargée, donc en l'occurrence les boules de feu qui vont être les principales à utiliser, et puis aussi une charge en piqué, enflammée, qui va être utilisée comme ça, parce que ce sont les 2 attaques les plus puissantes du jeu, purement et simplement. Donc là c'est la bulle plus complet. Le fait que les personnages soient lents, c'est vraiment très déroutant. Et c'est vraiment un jeu très dur. Et voilà, on refait une charge, on renvoie les boules. Ça consomme une charge de magie, hein, comme les magies qu'on utilisait dans le premier, à chaque fois qu'on fait une charge. Enfin, on en avait 3. On a utilisé les 3 autant que possible avec les boules de feu. Donc le jeu beaucoup plus difficile, mais par contre plus que des parties action pure. Donc assez différent. Personnage plus lent, mais on peut voler, planer, etc., faire des attaques en piqué, donc c'est assez différent. Très déroutant si on vient de jouer au 1. Et par contre là encore, on se déplace un peu où on veut sur la carte, et on va où on veut. Et voilà, Sylvain qui hurle devant. C'est encore plus notable si vous avez joué à ce jeu, mais c'est d'une telle violence, la manipulation et les dégâts sur les boss, c'est assez fou. Moi je vous encourage à vraiment, pas que le 1 mais aussi celui-ci, à l'essayer, au moins vous verrez ce que même toute la gestion du bouclier, etc. c'est assez spécial. C'est très particulier à jouer. Celui-ci particulièrement, il est dur du coup, mais très dur. Alors là on est en mode de difficulté le plus difficile, outre le fait qu'on prenne plus de dégâts bien évidemment sur chaque attaque, voilà, hein, c'est un peu la base. Autre effet notable qui est quand même assez problématique, c'est le temps de charge avec l'épée pour lancer les magies est plus long en hard. Du coup c'est assez déroutant si on a l'habitude de jouer en easy et que tout d'un coup on se met à jouer en hard. Il y a vraiment un temps d'adaptation quand on veut lancer les magies. Ah bah y a pas que Sylvain qui se fait kick pour rien par la boss, effectivement. Voilà un boss du 2e niveau, enfin premier boss du 2e niveau plutôt. Le serpent. Et on enchaîne directement. Donc c'est là pareil, moi j'ai vu PJ le speedrun, le 2. Et c'est vraiment le seul, enfin j'ai jamais vu, j'ai la mémoire, j'ai pas vu quelqu'un d'autre le speedrun. Là on voit selon le mouvement, voilà, il va se passer telle attaque ou telle attaque. On lance l'attaque de vivre qui tire un peu comme celle d'Omega Man X, l'attaque de vivre de Chill Penguin. Évidemment, celle qu'on va utiliser principalement, c'est les boules de feu, voilà celle-ci, ou le phénix. Elles sont de loin les plus puissantes, puisque voilà, ça va faire du multi-hit comme pas possible.
C'est assez fou la vitesse à laquelle ça va parce que enfin, ce jeu est tellement dur, tu meurs tellement à essayer d'avancer dans ce jeu. Vraiment, je conseille d'essayer, hein, vous verrez. Autant le premier, encore une fois, voilà, accessible, autant le 2, c'est vraiment galère. Là, arrêtez de jouer à Dark Souls, jouez à... jouez à Dark Souls... à Actraiser 2. C'est toujours Dieu, le héros. Qui doit toujours péter la gueule à Satan. Je sais plus quel nom est-ce qu'ils lui ont donné. C'est pas Satan, justement, le nom qu'ils lui ont donné. Tac 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 tac. Comment est-ce qu'il s'appelle? Oh non ça. Mais même c'est dans la tasse du. C'est dans le 2, non ça c'est les différents. Ah peut-être que c'est marqué là-dedans. Soul, non, c'est pas marqué. Tanzra, voilà. Tanzra, voilà, c'était ça. C'est le nom du grand méchant. Dans le 1 et dans le 2. Non, c'est les hommes aigles dans... Flash Gordon, voilà, putain. Flash Gordon. J'ai réussi à passer Flash Gordon dans une émission, bravo. On plane, on plane, on plane. Encore une fois, hein, on va essayer de planer le plus possible, puisque c'est le mieux pour aller le plus rapidement possible. Oui, du coup, LSNES, c'est voilà, un des émulateurs préférés des tasseurs, parce qu'il a des fonctionnalités en plus assez intéressantes. Notamment les tasses de... Enfin, les tasses de memory corruption, en tout cas, de Chrono Trigger qui sont faits sous LSNES, parce qu'il y avait la possibilité de la demi-frame, un truc un peu hallucinant. Le but c'était de descendre tout en bas, mais évidemment, on n'a pas vu avec la caméra n'a pas eu le temps de suivre. C'est le même méchant que le premier, ouais, Sylvain. Et ouais, la direction artistique de ce jeu, je la trouve vraiment superbe aussi. Je trouve que c'est très sympa. Enfin, c'est vraiment un sacré effort qui est fait, quoi. Un sacré effort qui est fait pour ce jeu. Oui, si je commence à faire des erreurs de français, hein, je vais sortir les mêmes excuses que CDV. Hein. Là, j'ai pas mangé, j'ai les mains qui tremblent. Si c'était 1000 tasses d'affilée, j'aurais mes chances. Enfin, il aurait ses chances, mais là, sur 3, enfin, sur 2 jeux, il n'a pas ses chances. Pour ça. Évidemment, les excuses de sac, toujours. Les moments où on est obligé d'attendre en tasse, c'est toujours un peu la douleur. Et le moment où on fait des choses absurdes. Un truc avec des pics partout, il fait un saut en piqué, juste. Voilà. On peut traverser du coup les pics avec une attaque en piqué, on a pu le voir. Pas le backstab, vraiment, mais attaque en piqué. Une fois, si vous voulez voir les inputs qui sont faits, ils sont marqués en haut à droite, hein, c'est P1, là, on voit que l'appuie sur O, ça fait le bouclier. Et c'est toujours la sœur de Yuzo Koshiro, ouais, exact Sylvain. Ah, les bons zooms sur les gros pixels qui tâchent. Bah, c'est fou parce que quand on voit les dégâts qu'il prend en se mettant dans la lave, c'est vraiment... ça joue à rien qui tue le boss, quoi. Bon, évidemment, c'est du TAS, donc on sait bien qu'il va gagner, mais... ça joue vraiment à rien pour réussir à battre ce boss comme ça, quoi. Défi de Challenger là, je doute qu'il le fasse un jour, je vois pas trop... Intéressant quand même de faire une présentation des jeux, etc. aussi, hein. C'est pas que de faire le challenge. Surtout là, tu peux monter les meilleurs moments et tout, alors que si tu les laisses en roue libre, dire n'importe quoi, il y en a... Ça serait sacrément vulgaire, je pense. Demon's Cave. On voit que le petit ange, il est aussi bien augmenté, hein. Le plus badass. Quand on aura une vraie connexion. Il y en a une... C'est bon, ça y est, Rem, il a une bonne connexion, plus d'excuses, mais on va pas tourner chez lui. Hein. C'est pas... non, Silver God Generation, je les connais pas, Pouilleux de Gamecult, mais je veux bien te croire. Hein. Mais en excuse de mauvaise foi, je dois dire que CDV arrive à un degré très élevé. On va pas se on va pas se parfait. J'ai bien fait mon truc. Putain, les niveaux insectes, ça fait limite alien, la gueule des insectes, les longues têtes allongées noires comme ça. Sauf qu'ils ont des grands yeux globuleux. Putain, graphiquement, c'est un vrai régal ce jeu, quoi. Je dis ça alors qu'il y a juste un truc en premier plan insupportable qui fait qu'on voit rien. Bravo. Bravo, bravo. Sans Flash Gordon, il n'y aurait pas eu Star Wars. C'est exact. Il y a aussi des tasses où le but est de mourir le plus vite possible, effectivement. Ou de faire planter le jeu le plus vite possible, effectivement. Un grand classique du 1er avril, c'est de faire justement un tasse de Mario 1 ou de Mario World où tu meurs le plus vite possible. Fastest Death Attempt, pardon. Pour ça.
Sur le corpus 2000, c'est des la pire mauvaise foi. C'est assez vrai, oui. C'est assez exact, oui. Du coup, bien sûr, une espèce de reine fourmi géante, scorpion, ce que tu veux, qui sort. Bah en attendant, Sylvain, si tu veux faire ça, hein, fais. Par contre, c'est vrai que c'est pas avec la connexion des bureaux ou du Vortex que tu vas le faire, hein, c'est sûr. Et chez toi, t'as pas une vraie connexion chez toi, toi? Dans quel coin tu habites, remarque? Il manquerait des instants confession. C'est vrai. Des instants mauvaise foi. Bon, toujours la même équipe que pour... Avec Trésor 2, c'est vraiment la même équipe que le 1. Donc pas que les trois têtes, veut dire le programmeur, le scénariste et Yuzo Koshiro. Mais aussi même graphiste, donc la sœur de Yuzo Koshiro, plus d'autres, hein, elle est pas seule. Etc. La même team. Ça fait très Altered Beast quand même. Welcome to your dome. Chaque boss d'Altered Beast, bien sûr. Alors les pics, il me semble que c'est la même, hein. Comme dans le premier, ça te tue en un coup, bien sûr. Parce que te faire brûler le corps, ça va, mais te faire piquer le pied, par contre, c'est pas possible. Sachez-le, si jamais Dieu cherche à vous tuer un jour, piquez-lui le pied. Séquence un peu labyrinthique pour les niveaux. Bah, c'est ça le niveau de la prison dont tu parlais. Oui, voilà, Sylvain qui gueule, c'est le niveau de l'enfer. C'est bien celui-là, oui. C'est ce qui me semblait. Labyrinthique avec des pics et des pièges partout. Des monstres partout, accessoirement. Enfin, voilà. Quelle horreur. Oh là là, lancer de la charge, puis après le boss qui se fait reculer, il se fait taper directement avec les backstabs. C'est... C'est assez merveilleux. Ouais, c'est tous les mardis soirs, Silver Gold Generation, les Invino Veritas. De 20h à 22h, tous les mardis. Et oui, il y aura la semaine prochaine, entre Noël et Jour de l'An. Ce sera un jeu très chiant. Potentiellement, le task le plus chiant que je vais jamais montrer, ce sera la semaine prochaine. Mais il est important. D'ailleurs, si on a un peu de temps après ce task-là, je vous ferai peut-être un tease en live. Je vais peut-être arranger, on verra, on va se débrouiller. J'ai vu des punaises sur le sol de mon salon, c'est bien les foutu. Donc voilà, gratis. Les niveaux étaient effectivement gratis. Encore une fois, hein, je m'inspire des autres streamers de Gaming Live. Il manque juste les rires à foison, les rires à la Squeezie. Mais je progresse petit à petit. J'apprends la longue école du streaming. MV m'a tout appris, bien sûr. Je dois garder le nom du jeu secret. Bah, si vous avez regardé la semaine dernière, vous devez savoir ce que c'est. C'est facile. Et non, c'est pas un secret parce que de toute façon, Mizu le met dans le planning en général. Et j'aime bien faire un peu le mystère sur quel jeu ça va être. Mais si on a un peu de temps à la fin, ce qui sera peut-être possible, je sais pas trop, ça va dépendre. On aura peut-être 5 minutes pour montrer un truc justement sur un jeu que je comptais montrer la dernière fois, mais j'avais pas le temps parce que déjà j'avais changé le planning, il fallait changer ce que je montrais en quelques... Genre 1 heure avant de présenter, j'ai changé ce que je montrais. C'était un peu particulier. Mais du coup, on verra. Si j'ai le temps, je vous montrerai un truc pour le jeu de la semaine prochaine. Donc voilà. Si vous voulez être streamer ou même vidéomaker professionnel, etc. machin, tiens, on dit du boss du deuxième niveau. Répétez les blagues des autres, reprenez les gimmicks des autres, faites des rires stridents insupportables en mettant votre gueule en gros plan. Voilà, ça me paraît évident, quoi. Mizu, c'est exactement Noirdes, merci. Et effectivement, quoi, là, ce sera le 3. L'enfer de la mort de l'ennui. C'est déjà que le 1 et enfin le 1 surtout, c'était un peu l'ennui.
Alors le 3 c'est pire. Mais c'est important de le montrer quand même, enfin j'ai mes raisons. Et bordel, hein, moi je l'ai fini 4 fois, donc vous allez le subir. C'est un peu un argument fallacieux, mais c'est pas grave. Ne fais pas un Silver Generation, je suis très ironique quand je dis ça, en fait. C'est juste que je trouve justement, je sais que c'est souvent même pas volontaire de la part des mecs, que ce soit les streamers de gaming live, j'entends, mais pas que, je parle vraiment de tout le monde en général. Hommage à Benza qui a pris tous les gimmicks de MV par exemple. Je pense que c'est pas du tout volontaire, mais je trouve ça très dérangeant ce mimétisme qu'il y a dans la vidéomaker. Et je sais que moi parfois aussi ça va m'arriver de dire des trucs, je sais qu'il y a une expression par exemple que je dis des bisous simplement, c'est vrai que c'est à cause de mon milieu entre guillemets que je l'ai dit, même si on va dire la volonté est pas du tout pareille, parce que lui justement il est ironique alors que moi je le suis pas. Mais j'ai quand même aussi ce gimmick là par exemple, et ça me dérange un petit peu. Mais bon je suis pas au point de manquer sur la commode, les énervements, les cris à la tasse, puis même tous les gimmicks de MV. Vous les connaissez, vous les avez tous vu bien sûr. Salut The Senac. Ah, le coup d'enlever le t-shirt quand on stream, ouais, bah c'était... surtout sur Twitch, en fait, qu'il y avait ça... qu'il y a eu cette polémique, entre guillemets. Et du coup, il y a eu des streamers... des speedrunners, justement, bah, je pense à Caleb, je pense à Meta, qui ont dû, entre guillemets, se rhabiller. C'était une des critiques, si vous voulez tout savoir, c'était une des critiques que la FRDJ, la JDRF, comme vous voulez... l'association pour laquelle avaient été enfin, les dons de Christos for Life 1 et 2 ont été récoltés. Entre Christos for Life 1 et 2, une des critiques qui avait été émise par eux, c'était qu'ils auraient aimé moins de nudité à l'écran. C'était adressé à Meta, bien évidemment. Voilà. Pour ça que pour Christos for Life 2, il avait un t-shirt tout le temps. Par contre, du coup, pour SGDQ, c'est quand même foutu torse nu. Mais c'était un peu la blague, quoi. Salut, Ake. Enfin, plutôt. Équipe. J'attends qu'il crève depuis tout à l'heure pour balancer CLDC. Bonne chance Sylvain, t'as le temps. Remarque si t'as un use death as a shortcut, parce que t'as dommage boost, take damage to save time, on va dire, c'est la description précise qu'ils mettent sur la tasse vidéo, mais la mort c'est use death as a shortcut. Je sais pas, j'ai pas vu de coiffeur depuis plus de 3 ans, Rage 1200. Mais je pense qu'ils vont tous très très bien. Mais c'est très gentil de te tenir au courant de ma santé capillaire. Hein. Je pense que mes cheveux te remercient. La réaction de Meta. J'ai peur d'ouvrir. Oh, encore un niveau de glace. Très original. Encore une musique douce dans un niveau de glace. Regarde les mêmes gimmicks. Il faut quand même avoir des espèces de ténia vers de sable dans un niveau de glace. D'habitude, c'est plutôt dans le sable. Ça change. L'abus des mouvements en piqué pour aller le plus vite possible vers le bas. C'est le mouvement le plus rapide du jeu, hein, d'aller vers le bas d'ailleurs, en piqué. L'avantage de pas streamer, je peux jouer nu. C'est exact. Ouais. Donc voilà, là c'est pareil, on voit dommage boost, il peut marcher dans les pics. Enfin, en prenant un dégât et pendant les frames d'invincibilité, il peut aller dans les pics sans crever. Je reste quand même halluciné par la lenteur du perso quand il marche, quoi. C'est... je comprends vraiment pas. Je comprends pas le principe. C'est vraiment le truc qui me choque le plus sur ce jeu. C'est un bon jeu, hein, qui est vraiment très dur, mais je comprends vraiment pas, quoi. Cela dit, on dit ça, mais j'ai déjà streamé nu en fait, quoi là. Sauf que j'avais juste pas mis ma cam, hein, simplement. C'est le training FF6 que j'avais fait nu, notamment. Sans cam, je me souviens. Très intéressant ce que je raconte, hein, c'est vraiment passionnant. Les passages, on doit attendre, mais on va quand même accélérer. Parce que de toute façon, le passage est tellement lent. Attends, tellement le temps d'apparaître 20 fois que t'es plus loin quand même. Voilà, quand même, il y a un peu d'attente. C'est l'armure, elle est trop lourde. Bah justement, l'enculé, il dit que des mecs lui avaient dit que c'était par réalisme parce que c'est un gladiateur. Comme il disait, on s'en fout du réalisme, quoi. Voilà, l'attaque en piqué qui est la plus puissante avec les 3 boules de feu. La charge en piqué, précisément. Charge enflammée. Peut-être vous retrouver la... Tant que j'y suis. Justement la vidéo de l'enculé.
Voilà, j'ai retrouvé sa chaîne YouTube, sa chaîne Daily justement. Il y a justement cette vidéo sur Actraiser que je vous conseille. Que je vais vous link dans le chat. J'attends le lag qui passe simplement. Que je vous conseille de voir, pas que la vidéo sur Actraiser, mais même toutes les vidéos de manière générale de l'enculé en tongue. Parce que c'est toujours formidable. C'est très 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 instructif. Que ce soit le coup de Castlevania, de monter l'escalier sur la version FDS de Castlevania, que ce soit le contexte de parution de Doki Doki Panic, que ce soit la rétrospective sur Takahashi Meijin, que ce soit l'histoire de la bulle immobilière et des jeux qui entre guillemets font référence à ça et puis au Yakuza de l'époque, etc. dans l'immobilier. Enfin, c'est très 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 intéressant. C'est Dorian qui dit souvent que c'est toujours son vidéomaker préféré. C'est vrai que je suis pas loin d'être d'accord. Son seul défaut, c'est qu'il fait pas assez de vidéos simplement. Directement boss. Oh mon dieu, une espèce de bouffe-tout violet géant. Ces espèces de boules violettes qui sautillent comme ça me rappelle tellement Golden Axe. Mais bon, j'ai vraiment eu un flash de Golden Axe en les revoyant. Deuxième niveau de Golden Axe, espèce de boule rose qui te saute à la tête, il faut bouger les sticks, enfin la manette dans tous les sens. Traverser le truc bleu pour aller plus vite, directement atteindre la fin du stage. On va pas s'embêter. Et du coup, boss. Alors techniquement, tous les deuxièmes boss en fait correspondent à un péché capital. Je vous avoue que je les ai plus en tête, il y avait la liste sur le TAS, mais enfin sur la description du TAS. Mais je ne l'ai plus en tête. Donc ouais, point scénario. Oh mon dieu, on a sauvé le roi de la contrée. Voilà, donc c'était Palace. Avec le professeur Rollin et tout ça. Alors cette référence-là, faut vraiment être... Quand des années 90, faut la connaître par contre. Et en plus, il gère à Castlevania. Oui, c'est très vrai. Le Castlevania au fouet Only, faut le vouloir. Parce que battre la créature de Frankenstein et puis la mort au fouet Only, vraiment le vouloir. Deathfield, qui n'est pas le dernier niveau, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec un nom pareil. C'est toujours Deathheim le dernier niveau, bien sûr. La magie du zoom, avec la petite accélération à la fin pour pas qu'on voit les gros pixels. C'est plus simple. La référence à lui. Ah, les niveaux enflammés. On va voir cette musique plusieurs fois, pas le mais elle est cool donc ça va. De toute façon, bon, Yuzo Koshiro, c'est très bon. Y a pas à chier. Voilà, c'est le passage du jeu, on commence à se taper des hordes de monstres. Enfin, déjà le jeu était dur, mais là, c'est n'importe quoi. Là, on voit vraiment le lag du jeu. C'est de la Super NES, y a pas de doute. Crossprite à l'écran, la console est à genoux. C'est entre guillemets l'avantage de LSNES, c'est que justement Bizo, LSNES, Igan, ils vont essayer de reproduire au maximum les ralentissements de la console. La reproduction est jamais parfaite, hein. Je voyais des comparatifs justement d'émulateurs et consoles sur genre 10 fois la démo d'un jeu et il y avait toujours des décalages quel que soit l'émulateur. Il n'y a pas d'émulation parfaite de Super NES. Après ça va dépendre du jeu, parce qu'encore une fois l'émulateur va s'adapter à chaque jeu, et donc selon tel ou tel jeu on va avoir une émulation plus ou moins parfaite. C'est pour ça que notamment, je voyais l'exemple sur Mario 64, c'était le TAS 120 Star Mario 64 est reproductible sur vraie console. Et pareil pour plein de TAS de jeux populaires. Et sinon ce sont les frames de lag qui font défaut à chaque fois. Voilà. Un ennemi à l'écran, ça ralentit. On n'a plus l'attaque quand même de... Enfin le fait de rentrer dans le mur en se faisant toucher et de grimper comme il y avait dans le 1, c'est un peu dommage. Même sur la NES, l'ému n'est pas encore tout à fait parfaite. Exactement à Sharf, ça est très proche, c'est clairement la console sur laquelle l'émulation est la plus proche, mais il y a toujours quelques petits détails
Et c'est même pas les émulateurs qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire FCUX ou Nestopia qui sont les plus proches. Je sais plus, je crois que c'est Xkeepa qui m'avait fait la morale à ce niveau-là. Il avait raison d'ailleurs. Xkeeper, très 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 fort bonhomme d'ailleurs. Les boss des morts représentent des 7 péchés capitaux. Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous retrouver peut-être la liste. Hop là. C'est la submission du TAS. Voilà, je l'ai. Là, c'était colère. Ah non, c'est pas encore colère. Colère, ça va être celui qui va arriver bientôt. Alors, c'est tous les 2 niveaux, c'est ça qu'on a un péché capital. C'est-à-dire qu'on avait d'illusions avant à Palace. Enfin, des illusions, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un péché capital, il me semble pas, mais bon, peu importe. C'est le nom de quelques données. Le boss de ce niveau, c'est colère. Wrath. Donc on va faire le plébiscité sur Mario Bros 1, ça va. Mais non, Silver Code Génération Tenia, les filles elles connaissent rien aux jeux vidéo, c'est bien connu. Bien connu, nous les filles, on joue qu'aux Sims, on joue que ou aux jeux de les Survival Horror bien sûr, ou les Final Fantasy, c'est tout. Connaître des dates de parution, sortie de jeux, etc. C'était c'était Sikusibouche qui avait trop ri. Parce que je l'avais sorti, que c'était C'était le 15 août 2000, je crois, la sortie de Chrono Cross au Japon. Ou non, c'est la version US justement. Il me semble que c'était ça le 15 août 2000. Enfin, j'ai sorti la date exacte, c'était le 15 août, ça j'en étais sûr. Et ça l'avait fait trop sourire que je sorte la date exacte parce que c'est. Quel degré de nerd il faut être pour savoir ça. Mais bon, il y avait une histoire en fait derrière, c'était pour ça. Il me semble que c'était un 15 août, je suis même plus sûr en plus là comme ça, parce que je l'avais dit comme ça parce que c'est ce qui me semblait, mais je suis même plus sûr. Enfin bref, quelqu'un me le dira. Mais... Ah oui, et Monster Hunter, effectivement, ok. Oui, je sais bien, Silver God Generation, je blague, évidemment, ça n'a rien à voir. C'est de l'humour, justement. Eh, c'est fixe, on sait jamais rien. C'est moi renverser les trucs, ça. Bah, c'est fin de vie de la... fin de vie de la PlayStation, Silver, ouais. Ouais, dans les derniers jeux de Square comme ça sur PlayStation, tu vas avoir d'abord FF9, mais plus tard du coup, un an plus tard, t'auras... Non, c'est moins qu'un an plus tard, je sais plus. Chrono Cross, t'as Fields of Fate qui s'appelle au Japon, qui a un autre nom. T'as Legend of Mana, qui est sorti un peu avant par contre, mais c'est vraiment la fin de vie de la PlayStation 1 pour Square. Justement, Chrono Cross, c'est un des seuls jeux à utiliser la fonction HD de la PlayStation quand t'es dans les menus. Et de mémoire, c'est 2000, ouais, 2000 ou 2001. Je vais les vérifier, hein, du coup. Hein. Puisque bon, maniaque comme je suis, 18 novembre 99 au Japon, c'est ça, donc ça doit être 15 août 2000. Ah bah voilà, j'avais bien raison, c'était bien 15 août qu'il est sorti. Ah ah, ma mémoire ne m'a pas fait défaut pour une fois. FF9 est par là aussi, ouais, bah c'est 99-2000 également. Avec, bah j'ai une anecdote sur la date de sortie des FF9, mais je vais pas vous la dire, parce que je l'ai dit dans le commentaire de FF9 qu'on a fait pour Speedgame. Donc si vous voulez ce trivia nul, il va falloir que vous vous tapiez 10h30 de speedrun de FF9. Salut Carax, et bonsoir à toi. Parce que oui, on a tourné... un speed game de 10h30. Ah, les niveaux aquatiques, nos niveaux préférés. Comme dit Anna Poulpe, hein, moi les niveaux aquatiques c'est pas trop mon truc, surtout dans Echo. Et vous pouvez d'ailleurs rigoler, enfin on rigole sur ça, mais en plus dans Echo il n'y a même pas que des niveaux aquatiques, parce qu'à la fin c'est des niveaux dans l'espace. Et dans le 2 n'en parlons même pas. Niveau dans les airs, dans les tuyaux aériens. Mais on chipote. Bien évidemment. Toujours bien de chipoter. Qu'est-ce que tu appelles sur HD sur PS1? Oui, c'est 640 par 480. Enfin, c'est un peu moins que ça, même précisément, parce que je crois que l'affichage vertical, c'est pas 480, c'est genre 462, un truc du genre. Mais oui, c'est ça. Puisque l'affichage par défaut, c'est les 320 par 223 de mémoire, un truc comme ça. Donc l'équivalent de 320 par 240 pour écran normal, mais l'affichage vertical est toujours un petit peu différent sur la télé, il me semble. Et oui, Renard Chenapan, on a fait un speed game sur FF9, un live
avec Isangwen, Kilai, Cœur de Vandal et moi. 10h30, j'ai commenté 8h sur les 10h30, mon dos s'en souvient. Pour rappel, hein, mon dos il est cassé. Il est encore là, j'ai bien mal. Alors que c'est une poulpe, elle aime pas les niveaux aquatiques. C'est très juste, Koala, je l'avais jamais souligné. C'est exact. Donc, du coup, le boss de Turtle Island, hop là. Tagala. D'accord, même pas non. Ils ont même pas mis le nom, on est d'accord. Hop là, on garde le focus sur le jeu pour qu'il garde le jeu à 100%. Là, les tabourets de Speed Game. Il n'y a pas de dossier, Sylvain, sur le plateau de Speed Game, dans les trucs près du sol, là. Il n'y a pas de dossier. J'ai passé 8 heures penché en avant parce que j'avais le dos cassé et parce qu'il n'y avait pas un dossier sur lequel je pouvais me reposer. C'était affreux. Et voilà, comme dit Kilai, c'était sur le canapé. Mais nous, Kilai et moi, on a eu le même dossier, parce que, enfin, le même tabouret. Puisque je l'ai remplacé simplement pendant le commentaire. Ah non, pas le canapé, non, pas le clic-clac d'en bas, hein, c'est celui qui est utilisé pour les... tu vois, genre le tournage à 4 personnes, pour les races, etc., c'est pareil. Le canapé, enfin les fauteuils qui sont proches du sol, là. C'est ceux-là qui ont été utilisés pour le tournage de FF9. Mais ça s'est quand même bien passé, hein, ce tournage, malgré tout. Il y a des moments de... Bon, il y a des moments de mou, hein, bien évidemment, sur 10h30, tu m'étonnes. Notamment le CD3, bien évidemment. Toujours le CD3. Voilà, le pouf rouge, c'est ça, hein, exact, Sylvain, voilà. Donc il y avait un truc sans dossier, je peux te dire que... Ah, ça fait du bien d'avoir un dossier. Ah, punaise. Ah, bon sang, je dis ça. Ah, là, c'est mieux. Ouh, ce boss, c'est la jalousie. Vous êtes heureux de l'apprendre. Il faut les attaques compliquées chargées, voilà, c'est un truc qui fait super mal. Toujours aussi efficace. Les trucs en carton nul, oui, c'est exactement ça. Et à la base, il y avait un dossier sur ce truc-là, je sais, mais il y a très longtemps, mais il est cassé, donc... Voilà, donc je les retiendrai, hein, les plans Cœur de Vandal, avec... Eh oui, on va faire... Mais oui, on va faire Speed Game sur Final Fantasy 9, ça va être trop bien. Je le retiens quand même. Hein. Oh non, ne parlez plus de la suite du spoil, je vous en prie. J'ai même pas vu quelle gueule ça a, ce qui a été refait dessus depuis. Mais bon, c'est plus Zul qui bosse dessus, donc c'est quelqu'un d'autre. Le RPG des Magos, pareil, hein, c'est un plan d'Uzul ça, le RPG des Magos. Comme le spoil. Les plans abandonnés d'Uzul. Avec Treasure 2, j'ai pas vu grand monde, en tout cas le speedrun depuis... Enfin, je me souviens de PJ qui faisait des trainings dessus, qu'il a même joué en marathon. Mais... à part lui, j'ai pas vu grand monde, pourtant c'était... Je veux dire, plateforme action sur Super NES, ça va quoi. On touche quand même un public assez large, c'est sûr. Le speedrun, mais bon. Après, t'as fait un tournage de 2h30. Ouais, bah nous on avait fait la Race Fusion, j'avais même plus à souvenir si c'était avant ou après. C'était avant, je crois, la Race Fusion, ouais. Mais bon, j'étais juste en public, j'ai pas participé. Ça a duré, ouais, 1h30, 2 heures, le temps de faire le easter egg, le glitch, enfin pas le glitch, mais le easter egg du terminal caché, qui a pris bien du temps. Je sais pas comment est-ce qu'il va le monter d'ailleurs. Ça tourne à savoir si tu sais maîtriser les sauts du perso, parce que là l'horreur quoi. Entre la lenteur du déplacement du perso et puis les trucs qui se déplacent alors que tu essaies de les rattraper et qu'il faut sauter dessus au vol. En tout cas, je suis admirative, hein, Sylvain, t'as quand même, on sent que t'as quand même joué le jeu, quoi, parce que bon sang. Hein. Qu'est-ce qu'il est dur celui-là? Moi je l'ai pas fait, hein, vraiment, avec Treasure 2, bah, j'y ai joué genre, enfin je l'ai pas fait legit, hein, je l'ai fait sur
à la safe state, on va dire, mais je pense que ça vaut, bien sûr, de faire les jeux à la safe state. Vous vous en doutez. Troisième fois qu'on voit le boss serpent comme ça, quand même. Le jeu se répète. Tac, tac, tac. L'effort 50 Hz, c'est pire. Oh merde. Mais le jeu est sorti en pâle aussi de toute façon. C'est marrant parce que donc Enix qui éditait donc les jeux Quintet et puis bon, plein d'autres jeux hein, bien sûr. Ils ont fermé leur branche américaine à un moment parce qu'ils trouvaient que leurs jeux se vendaient pas assez. C'est pour ça que... Mais par contre la branche européenne n'a pas fermé. Parce que visiblement ça se vendait assez par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Il n'y avait pas non plus beaucoup de cartouches. C'est pour ça que les jeux Enix entre guillemets restent chers aujourd'hui. Et c'est pour ça que Terranigma est sorti en Europe. Mais pas aux États-Unis. Mais il y a quand même plusieurs traductions, parce que le jeu est sorti en français, en allemand, en anglais. Parce qu'il y a une version anglaise. Mais du coup, pour speedrun, c'est chiant parce qu'il faut jouer en Jap. Parce qu'il n'y a pas de version 60 Hz dans une autre langue que le japonais. C'est un peu agaçant. La Rhône en strat à Charf. Ah, mon sang. C'est un petit peu ça. Bonjour, je suis un boss bizarre, très technologique, qui t'envoie des bombes nucléaires. Qui se fait tuer quand même en deux attaques chargées. Avec le petit vol à la fin pour sortir de l'écran. Et donc c'était le Pride, mon dieu, l'orgueil, voilà, ce boss là. Ce qui nous amène du coup à la fin du jeu. Je pense que je vais avoir le temps, je vais peut-être couper les crédits carrément pour vous montrer du coup le truc du jeu de la semaine prochaine, parce que c'est un truc que j'aimerais beaucoup vous montrer et j'aurai pas le temps la semaine prochaine parce que le jeu, enfin le tas c'est vraiment trop long pour le coup. Enfin bref, oui, si, parce que j'avais prévu de le montrer pour le 2 donc... Mischief Makers... Shake, 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 shake. C'est ça Mischief Makers, non c'est ça? Shake, 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 shake. J'ai vu Peaches, le speedrun durant SGDQ il y a très longtemps. Et le voici de retour à Deathsheim, bien sûr, sauf que la séquence scénario... Oh mon dieu, un copain qui se fait tuer devant nous. Oui, c'est Trésor, Mischief Maker, exact, qu'il aille. Exact. Mais c'est peut-être édité par Enix après derrière. Mais c'est un jeu Trésor, exactement. Trésor, hein, bien sûr, moi je vous conseille. Guardian Heroes, Gunstar Heroes sont de loin, bien sûr. On va dire Radiant Silvergun, mais bon, là c'est dur, Radiant Silvergun. Mais vraiment, moi je conseille Guardian Heroes, vraiment, surtout qu'il y a le remake sur XBLA qui est merveilleux. On n'a pas de miracle, là c'est comme avant, c'est-à-dire que le boss rush, par contre bah là on a encore une attaque à portée, donc pas de nouveauté. Et ça, distribué par Enix, c'est bien ça. Oui Sylvain, mais après on te dira que le 60 Hz n'est pas exact. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux jouer sur une console US que vraiment sur une console switchée, parce que le 60 Hz n'est pas tout à fait exact. Mais c'est vraiment du chipotage, hein. Déjà pour un jeu normal c'est déjà excellent. Même les jeux pas connus Trésor sans nom, Bangai, Silhouette Mirage. Putain, mais Silhouette Mirage, c'est vrai que c'est... Mince. Voilà, l'attaque à distance. Ça rend certains boss un peu anecdotiques. Et là, voilà, dans le même écran, hop, on se tape un deuxième boss. Y a pas de problème, voilà. Jeu qui a décidé que t'allais en chier. Ouais, c'est vrai. Alors c'est marrant parce que tu dis Story of Thor, mais c'est Beyond Oasis, le nom US. Il me semble que c'est le nom US. Mais la légende de Thor en français. Non, mais il me semble qu'il y avait un Story of Thor, cela dit. Peut-être n'importe quoi.
Voilà, le retour de Pride, on l'explose à toute vitesse avec l'attaque à distance. Tout d'un coup, c'est beaucoup plus anecdotique. Si ce n'est qu'il perd la vie un peu plus lentement. Mais ça se fait. Et encore un copain qui se fait tuer. Et enfin, on n'a même plus notre vie qui s'affiche parce qu'il fallait bien montrer le sprite complet, en tout cas c'est ma théorie. Tanzra avec le tir en rythme. On remarquera quand même qu'il est un peu, même si c'est un sprite énorme, avec le même principe, hein, attendre que la boule bleue s'ouvre pour taper dessus, il est quand même assez statique hein, comme boss. Payé pour en chier, niveau jeux vidéo années 80-90, oui, c'est sûr. Ça rend quand même les choses beaucoup plus pratiques avec une attaque à distance, pas à dire. Même pour attaquer les boules comme dans le 1, qui viennent par au-dessus et par en dessous. Parce qu'on peut taper en diagonale, hein, vous avez bien vu, bien sûr. Par contre, c'est quand même un peu dommage qu'on puisse pas voir sa vie, du coup. Voilà. Les backstabs. Enfin, les down thrust plutôt, je devrais dire. Down stab, comme tu veux. Backstab, c'est plutôt une attaque dans le dos, littéralement. Et bon, le sprite il est plus grand que l'écran, on se croirait dans les Legend of Mana. Et c'est fini! Du coup, on va, hop là, accélérer un petit peu pour la fin. Le boss rush pour rentabiliser les sprites. Ça c'est juste ce qu'il a. Bon voilà, il y a la fin qui est pas très intéressante, blablabla, voilà. Tanzra a été détruit, voilà. Et en fait la fin c'est juste que, je vais la mettre un peu rapide, hop là. Voilà, on voit la statue en fait justement de Dieu qui se fait user par le temps et qui se fait petit à petit casser on va dire par les âges du temps. Quoi. Même si te dit The Master will live forever pendant les crédits, voilà. Il y a du vent, il y a de la pluie, etc. machin. Voilà, toujours la même équipe, on avait dit. Du coup, je vais juste vous faire un tease par rapport à la semaine prochaine d'un truc très rigolo sur le jeu que j'aurai pas d'autres occasions pour vous montrer. Bon, le jeu c'est Phantasy Star 3, hein, évidemment. C'était un peu un secret de Polichinelle. Hop là, par contre, faut que je récupère. Bah, toi t'aimes pas par contre que je lance le jeu. Hop, où est-ce que tu es? Hop là, tu es là. Normalement ma manette devrait marcher. Donc voilà, ça c'était... Et voilà, on voit la statue du coup qui se casse petit à petit avec le temps. Que je vais couper lui pour pouvoir récupérer la capture sur l'autre truc. Hop là, et on va donc lancer tout de suite Phantasy Star 3. Je vais juste faire une récupération très vite. Capture de la fenêtre. Ok gars, voilà, on s'en fout. On fait ça très rapidement juste histoire de montrer un truc rigolo sur Phantasy Star 3. Donc voilà, ça c'est le jeu de la semaine prochaine. Je vais juste vous faire un petit truc rigolo qu'il y a dans Phantasy Star 3. Ce jeu est une abomination, Phantasy Star 3. J'aurai une occasion pour vous expliquer pourquoi la semaine prochaine. Mais du coup, juste montrer un truc rigolo. Qui sera la seule occasion que je pourrai vous montrer. T'as 91, tu m'étonnes. Peu importe la vitesse, voilà, on s'en fiche. Il n'y a pas moyen de passer l'intro, c'est vrai que c'est chiant. Voilà, bon, je vais passer l'intro parce que de toute façon, il faudra que je vous explique un peu ce qui se passe dans l'histoire. Mais surtout, voilà, on commence le jeu. On va aller dans mon menu. Hop, et je vais déséquiper mes bottes. Voilà, je sors. Au magasin d'objets. Non, parler, c'est A. C'est ça. Voilà. Je vais vendre les bottes que j'ai sur moi. Ça fait 50 mesetas, oui. Donc je vais acheter. Et je vais acheter un escapipe. Ce sera pour Brice. Voilà, maintenant je me casse. Un escapipe, ça nous ramène à la dernière salle, dernier escalier qu'on a traversé.
Il n'y a que les musiques de cool dans le 3. C'est exactement ça, petite pelle. Et le 4, par contre, est merveilleux. En fait, si je monte les Fantasy Stars, c'est juste pour ramener au 4. Hein. C'est pour montrer tous les opus avant d'arriver au 4. Donc voilà, on est le prince Rhys au début. Est-ce que j'ai encore le temps? Oui, c'est bon. Et on va se marier. Et c'est la fête et tout, et bidule truc. Et donc c'est tout mignon, tout plein, voilà, c'est la joie. Et donc là, on va voir notre copine, machin. Ça a rien à voir avec les Fantasy Stars... avec le Fantasy Star d'avant. Mais ça, je vous expliquerai pourquoi la semaine prochaine quand on en parlera. Voilà. Je suis heureuse que tu veuilles te marier avec moi, Rhys. Peut-être qu'un jour, on saura d'où je viens et qui je suis. Parce que voilà, évidemment, elle est amnésique, hein, sinon c'est pas drôle. C'est RPG dans les années 90. Forcément des personnages amnésiques. Pourquoi ils sont connus si les PS sont des purges? Les PS sont pas des purges, justement. C'est juste le 3 vraiment qui est particulier, quoi. Et j'expliquerai pourquoi c'est une purge 3 particulièrement. Donc voilà. Moi, Rhys, je vais prendre Maya pour être ma femme quand tout d'un coup, elle se fait enlever par un monstre. Saleté d'Orakien, Maya ne sera jamais à vous. Oh mon dieu. Saloperie de Layan, rends-moi ma femme. Je la retrouverai, même si je dois chercher pour toujours. Les grands discours, je vais prendre mon armée. Et là, on a tous les soldats qui sont là, tous blonds et tout mignons, hop, qui sont trouvés en armure de combat. Là. Et voyons, ne sois pas idiot, personne n'a jamais vu un Layan en plus de 1000 ans. Oui, c'est passé 1000 ans depuis Fantasy Star 2. Faire une guerre maintenant ne serait pas une chose très rationnelle. Allez, va te reposer dans le donjon, hein, pour un petit moment. Et donc, le père, notre père, le roi, nous envoie en prison pour qu'on se repose un petit peu. Vous ne pouvez pas m'arrêter, je la retrouverai. Je la ramènerai. Voilà. Rhys, c'est pas très intéressant. Le 3 n'a pas été fait par une équipe d'origine. Oui, il n'y a pas Phoenix Roe qui a bossé dessus, et puis le développement a été très rush. Le 2 c'est moins une purge, il est cool, il a été très bien noté, après il faut le relativiser, c'est 89. Et donc voilà, on se retrouve en prison, voilà, normalement on est censé ouvrir les 3 coffres et un PNJ qui va nous sauver, sauf qu'on a été plus malin, on a pris un escape pipe. Donc bah ça va nous ramener ici. Ha 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 ha. Je suis plus maligne que vous. Sauf que... Voilà, il n'y a plus grand chose à faire, personne qui nous parle. Et qu'est-ce qui se passe quand on parle au roi? T'as utilisé un escape pipe. Normalement c'est un truc intelligent. Mais là je crois que le jeu il peut pas aller plus loin. Donc sois gentil, appuie sur reset et puis réessaye. Voilà. Les développeurs savaient qu'il y avait un softlock et ils ne l'ont pas fixe. Ils ont juste mis ce dialogue là au cas où tu tombais dessus. C'est un cas assez rare hein, dans le... C'est un cas un petit peu rare dans le monde du jeu vidéo d'avoir un truc comme ça. Bref, voilà, c'est la fin, donc on verra la semaine prochaine du coup Fantasy Star 3, ce sera un vrai plaisir. Moi d'ici là, je vous laisse en compagnie de Gabriel. Et peut-être Collage, je sais pas si c'est Gab tout seul, ou si c'est eux deux, ou si c'est juste Collage, je ne sais plus. Et à la semaine prochaine, j'envoie les pubs, bye bye.